Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 162 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors, aujourd'hui, 14e numéro de la syllabe. Bon, alors, j'espère que vous allez bien, j'espère que le retour de la NBA vous a fait plaisir, puisque oui, ça y est, on essaye de nous faire croire que la NBA est de retour. On a eu un match de pré-saison entre Dallas et Minnesota. Paraît-il que c'est du vrai basket, la pré-saison. Paraît-il que ça attire les foules. J'avoue que moi pas trop, mais bon, c'est au moins un premier échauffement, on va dire. Hein. On a du vrai basket, on n'est pas obligé de se retaper des replays comme on a fait tout l'été. Donc voilà, on va dire, c'est la rentrée des classes, ou ça commence à l'être en tout cas. C'est toujours mieux, vous allez me dire, que le Media Day, qui est pour le coup vraiment pas intéressant du tout, je trouve. Mais bon. Bref, et donc, la pré-saison a commencé, ça y est. Mais ce qui veut dire que la saison arrive à grands pas, et donc, on ferait bien de terminer tout ça. Notre top 100, on est en plein au cœur de cette série, donc notre top 100, la syllabe, le top 100 du Basket Lab. Le si, évidemment le C en chiffre romain, bien entendu. Et donc, nouveau numéro aujourd'hui. QV numéro 14 de cette série où on prend au hasard à chaque fois 5 noms à partir d'une playlist. On en discute et on les classe, on les rajoute au classement. Et donc, pour nous aider à faire grandir le classement aujourd'hui, pour cette 14e QV, nous recevons quelqu'un que vous connaissez puisque c'est Constant de Dunk Hebdo, qui donc se joint à nous sur ce top 100 participatif pour classer les 100 meilleurs joueurs de NBA. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, 14e numéro de notre top 100, la syllabe. Bienvenue dans le Basket Lab. Donc, on se retrouve pour un nouveau numéro de la syllabe, notre top 100 de 2023, déjà le 14e numéro, ça passe vite, et pour ça on reçoit quelqu'un que vous connaissez, un habitué, on reçoit Constant. Comment ça va, Constant ? Bah ça va, très heureux de participer à ce projet interactif qu'est la syllabe, où on classe les 100 meilleurs joueurs NBA, c'est pas facile, hein. Franchement, le concept est très difficile, on galère déjà, enfin personnellement je galère déjà à classer les 20 meilleurs joueurs, alors étendre ça à 100... c'est vraiment un très beau projet et puis ça permet d'inviter plein de gens et d'écouter le point de vue de plein de gens sur les 100 meilleurs joueurs de NBA. Donc non seulement c'est un projet caritatif, mais en plus c'est très intéressant parce que les intervenants sont de qualité et que ça permet d'entendre le point de vue sur le classement des joueurs. Comme on t'a dit, caritatif, peut-être pas, mais en tout cas participatif, on essaye. Caritatif, on fait tous ça gratuitement, on fait pour l'amour du jeu. Effectivement, pour la passion du débat. Alors justement, c'est un peu ton actu, puisque Constant de We Are Thunder France et aussi de Dunk Hebdo, là vous êtes en pleine préparation et enregistrement du DH20, donc normalement quand cet épisode-ci de la syllabe sera sorti, le DH20 aura commencé à être publié, mais c'est un peu l'actu du moment chez Dunk Hebdo là. Oui, tout à fait. Là, en plus, on fait un DH20 XXL, puisque les précédentes années, on faisait un DH20 qui faisait 3 ou 4 épisodes. Là, on fait un DH20 de 8 épisodes. Donc, c'est vraiment, le mois de septembre sera le mois du DH20 où on a compartimenté un peu plus les joueurs parce que dans le classement du DH20 cette année, il y avait, disons que le découpage en 8 épisodes faisait sens parce qu'il y avait vraiment des oppositions très claires entre certains joueurs, entre certains trios, parfois avec le même profil, parfois avec le même passif ou parfois avec les mêmes années d'expérience. Donc, je sais pas si on refera ça les années suivantes, mais en tout cas, le découpage du classement cette année me paraissait assez évident, 7 ou 8 parties. Voilà, donc si la syllabe c'est trop pour vous, si vous n'avez pas envie d'entendre parler de je sais pas moi, de Quentin Grimes, de Buddy Hield, de Josh Giddey, il y a aussi le DH20 qui se concentre sur les stars, mais comme nous on est un peu fou, on fait pas 20, on fait 100, hein, c'est un peu le principe. Et puis comment les gens peuvent en avoir marre d'entendre parler de Quentin Grimes et de Josh Giddey? Ça c'est pas possible. Oui, ça c'est vrai. Je ne conçois pas. Oui, d'ailleurs, tu es aussi sur We Are Thunder France, évidemment. C'est quoi l'actu un peu de We Are Thunder France en ce moment? Je présume un peu des previews qui vont arriver pour le début de saison, sans doute.
Ouais, il y a un petit truc historique qui va pas tarder à arriver durant le mois de septembre, un petit test, on va dire, pour voir comment réagit la commu. On va essayer de recouvrir, enfin de couvrir les grandes séries de playoffs du Thunder avec un petit peu de vidéo. On va essayer de faire mieux sur le montage avec un petit peu de décryptage. Alors on sera bien évidemment pas à ton niveau de décryptage des actions de Brandon Jennings, mais on essaye d'apporter un truc un petit peu plus historique à la commu et peut-être un peu plus poussé au niveau du montage et de l'analyse pour faire revivre les grandes séries de playoffs du Thunder en attendant potentiellement de les retrouver l'an prochain. Et j'espère ne pas porter le malheur en disant ça. Ouais. Non, mais en plus, l'histoire du Thunder, il y a quand même de grandes séries. Hein, Tout à fait. Dans l'histoire de OKC, il y a Memphis en 2013, il y a Houston en 2017. Il y a quand même des belles séries à analyser. Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. C'est dommage, c'est que la seule série que tu as citée contre Memphis, c'est la seule qui est pas intéressante en plus. Qu'il y ait victoire ou défaite du Thunder, ça, je dis pas que c'est intéressant. Enfin, je dis pas que la série est intéressante parce que le Thunder a remporté la série, mais non, vous l'avez perdu en 2013. Ouais, mais 2011 et 2014, même si OKC avait perdu en 7, oui, d'accord, pardon. T'es sur deux séries qui sont extrêmement intéressantes. C'est vrai. La 2014, tout particulièrement, est quand même un régal. Mais la campagne 2014 du Thunder et de playoff est très, très, très intéressante. La 2011 en particulier, avec moi je me souviens, j'étais parti en cours. Le match n'était toujours pas fini. Le match en trois prolongations. Le game 4. Ouais, le tir de Greivis Vasquez et tout, je suis parti en cours et c'était pas fini. Voilà, la nuit s'était prolongée. Match exceptionnel avec. On a eu l'occasion, voilà, sans trop déborder, mais j'ai eu l'occasion après moult recherches de retrouver les archives de ce match. Contre moyennant une certaine somme d'argent. Mais bon, ça c'est un autre débat, c'est la passion. Mais effectivement, revoir des matchs de cette période où tu revois déjà le jeu a complètement changé. Ouais. Mais quand tu revois effectivement ce match en triple overtime contre les Grizzlies où tu vois Mike Conley qui met rien du match et qui balance à 3 points de l'espace pour égaliser, c'est vraiment très intéressant. En tant que fan du Thunder, ça permet aussi de se remémorer à quel point Kevin Durant était un exceptionnel joueur de basket. Il l'est toujours, hein, mais son run à OKC, c'était démentiel. Alors, assez de débats sur Greivis Vasquez et Eric Maynor et Nick Collison. Passons à notre top 100 actuel. Première chose, est-ce que tu as des remarques? Et je crois que tu en as. Sur le top 100, pas top 100, sur le top 65 qu'on a actuellement. J'ai vu le classement, disons que j'ai sourcillé. J'ai haussé les sourcils sur certains cas. Je trouve que Jaren Jackson Jr. 9e, c'est peut-être un peu haut. Mais ça, c'est ma philosophie. Je trouve que je valorise beaucoup plus les porteurs de balles que les défenseurs intérieurs. Donc, Jaren Jackson Jr. 9e, moi, je trouve ça très haut. Personnellement, dans un classement, je le mets pas devant Donovan Mitchell. Je le mets pas devant potentiellement James Harden. Je pense que Jaren Jackson Jr., c'est peut-être des 3 de Memphis, puisque vous avez aussi parlé de Desmond Bane. C'est peut-être celui que je vois le moins rentrer dans le DH20. Alors, Ja Morant est déjà dans le DH20, mais je vois bien Desmond Bane avec l'augmentation de son utilisation, le développement qu'il a connu notamment au début de saison dernière. Je pense qu'il existe un monde où Desmond Bane peut être un prétendant au DH20. Alors, Jaren Jackson Jr. est très fort, un des meilleurs défenseurs intérieurs de la ligue, mais je trouve que au niveau de sa défense intérieure, parfois je le trouve peut-être encore un peu trop pas bête, mais je le trouve un peu trop foufou. Je préfère un défenseur comme Evan Mobley qui est plus posé, plus intelligent. Donc voilà, c'est que mon avis, mais le développement offensif de Jaren Jackson Jr. est bien meilleur que celui d'Evan Mobley pour l'instant. Et après, oui, effectivement, mettre Rudy Gobert devant Tyrese Haliburton. Si vous connaissez un petit peu mon avis sur Gobert et sur Tyrese Haliburton, je suis pas forcément en accord. Mais après, c'est encore une fois, c'est une question de philosophie. Moi, je valorise beaucoup plus les porteurs de balles que les défenseurs intérieurs. Oui. Après, pour ce qui est le reste du classement, j'ai pas spécialement de critiques. Wendell Carter Jr. devant Karl Anthony Towns, ça peut s'entendre, même si pour moi, le joueur, Kat est devant. Sinon, pour ce qui est du reste, non, j'ai pas de critique particulière. Je trouve juste, voilà, c'est en termes de philosophie, pour moi, un porteur de balle sera toujours plus valuable qu'un défenseur intérieur. Oui, je comprends tout à fait, mais du coup, Haliburton, on l'a classé il y a pas longtemps, donc ça m'intéresse des avis. Toi, tu irais déjà jusqu'à le propulser du coup, si on le fait passer Gobert, tu le mettrais carrément dans la catégorie déjà des Donovan Mitchell, Trae Young, etc. quoi. Je pense que j'aurais reclassé Donovan Mitchell plus haut. Je l'aurais mis devant Trae Young et devant James Harden. Je pense que je l'aurais mis juste en dessous de Shea à la 9e place.
Tyrese Haliburton, si j'assume mon biais d'affection pour Tyrese Haliburton, je le mettrais peut-être derrière James Harden. Peut-être derrière James Harden et devant Trae Young. D'accord, ok. Mais ouais, enfin de toute façon, Tyrese Haliburton, c'est clairement un concurrent, enfin un candidat numéro 1 pour le DH20 l'an prochain. Je l'ai pas mis, spoiler alerte, mais je pense que l'épisode sur les absents sera sorti au moment où cet épisode de la syllabe sera sorti. Et je l'ai pas mis dans mon top 20 parce que ça fait qu'une saison. Mais s'il refait une seconde saison à Indiana de la qualité de cette saison, il sera forcément dans le DH20. Après, tu vois, tu parles de ça par rapport à Jaren Jackson et Evan Mobley. Moi, je me posais aussi la question de est-ce qu'on n'a pas mis Mobley un peu bas, ou en tout cas, est-ce qu'il s'est pas retrouvé un peu bas à force de rajouter des noms? J'avoue que moi, la fourchette haute, on pourrait aller chercher tout ce qui est créateur offensif, mais pas hyper efficace, du genre les Jalen Brown, Jamal Murray, etc. Evan Mobley pourrait remonter devant ces gars-là, potentiellement, je pense. Ouais, moi, c'est plus le 15 places d'écart entre Jaren Jackson Jr. et Evan Mobley qui me pose problème. Je comprends. Après, ouais. tu vois, mais c'est plus le classement de Jaren Jackson Jr. que réellement le classement d'Evan Mobley qui me pose problème. Je trouve que quand tu vois le classement d'Evan Mobley, les joueurs qui sont devant, vous voyez, peut-être Jalen Brown, peut-être, mais que j'ai défendu, peut-être Bradley Beal, et encore, mais je trouve que l'utilisation offensive d'Evan Mobley pour l'instant est encore trop limitée, et j'ai beaucoup de réserves sur son développement en attaque, notamment sur la notion de playmaking. J'ai vu pas mal de gens en parler du playmaking d'Evan Mobley qui était en progrès. Pour moi, c'est encore beaucoup trop de flash, un échantillon encore trop faible pour vraiment croire en un développement au fur et à mesure des années, mais j'attends de voir. Mais pour l'instant, ouais, son développement offensif me laisse trop de marbre et me laisse trop de réticence pour réellement commencer à le considérer au niveau des Fox, Garland, des initiateurs offensifs à très gros volume et à très gros usage. Oui. Non, mais alors Fox, Garland, non, mais peut-être juste après la catégorie en dessous des Jamal Murray, Jalen Brown et tout. Mais peut-être qu'on va en reparler, vu qu'on a un joueur du jour qui a beaucoup joué avec Evan Mobley. On verra ça tout à l'heure. Mais ouais. ok pour le classement. Je note alors, surtout pour les noms récents. Je continuerai à demander aux gens, effectivement, notamment à Haliburton. Et donc, est-ce que sur des best of the rest, des gens qui pour l'instant ne sont pas dans la playlist, est-ce que tu as des noms qui te sautaient un peu aux yeux, où tu te dis, lui, ça pourrait valoir le coup qu'on le classe et qu'on l'insère au classement? Ouais, moi j'ai le nom de Paolo Banchero qui est dans le best of the rest. Alors j'en ai déjà un peu parlé sur Twitter quand il y avait eu le top 25 des joueurs de moins de 25 ans de Hazard et de Pennywerkampf. Je trouve que la saison rookie de Paolo Banchero, on lui reproche son inefficacité, ce qui était le cas. Hein. C'était un joueur qui était relativement inefficace, mais je trouve que on met pas assez en lumière le contexte déjà du Magic qui manquait cruellement de guard play, et aussi le fait qu'on est sur un joueur de 20 ans qui était à 27% d'usage. Je trouve que, en fait, les joueurs de 20 ans à 27% d'usage et qui sont efficaces, on est sur du niveau d'un Luka Doncic, on est sur ce type de joueur-là. Paolo Banchero, pour moi, il a fait une très bonne saison rookie. Alors effectivement, en termes d'efficacité, c'était pas le cas. Son mois de janvier ou son mois de février à 3 points, il est calamiteux en termes de pourcentage, mais ce qu'est capable de faire Paolo Banchero, d'être un joueur de grande taille, capable de faire du playmaking, moi, je valorise ça par rapport à d'autres postes, par rapport à des spécialistes défensifs, par exemple. Ouais. Je vois que dans le best of the rest, il y a un joueur comme Jared Vanderbilt. Je trouve que c'est des joueurs, voilà, Paolo Banchero, il a ce profil qui est rare en NBA, d'être un grand capable de faire du playmaking. Pour moi, l'efficacité viendra au fur et à mesure des années, au fur et à mesure qu'il va polir son jeu, qu'il va commencer à comprendre le jeu NBA. Donc ouais, de par le profil, le côté initiateur et le côté playmaking, moi, c'est un joueur que j'aurais déjà inséré dans mon top 100 cette année. Ok. Eh bien, je note et je pense qu'on va finir par en parler du coup de Banchero, puisque pas mal de monde le met en avant. Donc après, ok, je note. Vas-y. Si je peux mettre deux petits noms comme ça, je trouve que Kevin Looney, de par son impact à Golden State, a quand même été très très bon. Alors je parle même pas des playoffs. Hein. Je trouve que même l'impact en termes de on-off de Kevin Looney sur les Warriors, je trouve qu'il est vraiment très bon dans ce domaine-là et qu'il est difficilement remplaçable, même si tu décales Draymond Green au poste 5. Et un petit coup de cœur pour Trey Murphy du côté des Pels, ouais. que moi je trouve extrêmement bon. Alors je crois que, sans vouloir spoiler, mais tu as un autre ailier des Pels dans ton top 100 qui n'est pas Trey Murphy. Oui. Moi par exemple j'aurais mis Trey Murphy plutôt que l'autre ailier des Pels parce que je trouve que son développement en seconde partie de saison a vraiment été très bon, mais on va peut-être pouvoir en parler quand on va évoquer un joueur dans cette syllabe.
Très bien, oui, tout à fait. Transition toute faite, effectivement. Je n'ai toujours pas annoncé la QV du jour qui donc se compose de Brandon Ingram, puisque tu faisais référence à, à ce genre-là, évidemment. Nous avons aussi du Tyler Hero, nous avons du Jarrett Allen, nous avons Damian Lillard et nous avons D'Angelo Russell, qui est un ajout de dernière minute, puisque je m'en étais pas rendu compte, heureusement que tu l'as fait, mais on aurait traité Jrue Holiday pour la deuxième fois. Guillaume qui me récompense en disant moi les guards, je suis pas très fan, je préfère les ailiers. Tu veux pas prendre D'Angelo Russell et Tyler Hero? C'est vrai. Mais effectivement. Après, on aurait pu refaire Jrue Holiday une deuxième fois, en plus qu'on a fait avec Ben de Dunk Hebdo aussi. Ça aurait pu être marrant. Mais non, voilà, effectivement, on a repêché D'Angelo Russell. On va en repêcher très bientôt d'autres noms, donc Trey Murphy, Franz Wagner, etc., dont on va discuter prochainement, tous les noms qui ont été un peu oubliés par ma faute dans la pré-liste de base. Donc ok, alors, question traditionnelle, comment est-ce que les 5 du jour, donc, tu les as classés les uns par rapport aux autres? Alors en premier, j'ai mis Damian Lillard, énorme surprise. Ouais. En deuxième, j'ai mis Brandon Ingram. En troisième, j'ai mis Tyler Hero. En quatrième, j'ai Jarrett Allen. Et en cinquième, j'ai D'Angelo Russell. Ok, eh bien, j'ai le même 1 et j'ai le même 5. Ah! Je crois. J'ai Lillard en 1 et Russell en 5. Et après, c'est vrai que c'est un peu mélangé au milieu. Moi, je me demande à quel point Jarrett Allen peut pas titiller Brandon Ingram, mais on va en discuter. Mais sinon, alors, j'avais Brandon Ingram en 2, Jarrett Allen en 3 et Tyler Hero en 4. Mais j'avoue que belle homogénéité, et selon les pondérations, selon les grilles d'analyse de chacun, ça peut vachement bouger avec cette QV. Donc les débats sont d'autant plus intéressants. Tiens, d'ailleurs, tu n'as pas eu SGA, qu'on a fait l'épisode d'avant, mais t'es content d'avoir Lillard, du coup, un autre joueur du Thunder 2024? Ça te fait plaisir ou pas? C'est vraiment ce running gag qui ne s'arrêtera jamais. J'espère qu'entre le moment où on enregistre et le moment où cet épisode sera publié, Lillard ne sera pas transféré. Ah si. Juste qu'il... non, mais enfin, pour toi, dans ce cas-là. Vu la lenteur des tractations, je pense pas que ce soit le cas. Je pense que Joe Cronin, il est encore en train de siroter son cocktail sur une plage du côté d'une île, je ne sais pas quelle île, mais il a pas l'air d'être pressé, en tout cas, à l'idée de transférer Damian Lillard. Mais après, oui, bon, Damian Lillard chez Gilgeous Alexander, c'est pas mal, mais là au moment où on enregistre, on voit un petit meneur australien faire 2-3 trucs pas inintéressants à la Coupe du Monde, donc ouais, Patty Mills. Alors, Patty Mills, qui est un ancien joueur du Thunder, qui fait partie de ces légendes du Thunder qui ont été récupérées mais qui ne joueront jamais un match sous le maillot du Thunder. Mais effectivement, un joueur dont vous avez parlé en plus dans la syllabe, un petit meneur australien qui répond au doux prénom de Josh Giddey. Effectivement. Bon, j'aime bien te charrier et charrier tous les fans d'OKC sur le trade de Lillard. Ça me fait beaucoup rire. Moi, ça me pose pas de problème. Je suis beaucoup moins réticent à un trade de Damian Lillard que certains fans du Thunder. Mais tiens, commençons d'entrer par quelqu'un qui lui aussi pourrait se faire échanger contre Lillard. On en parle beaucoup, c'est Tyler Hero, plutôt du côté de Miami cette fois. Donc si je fais le topo vite fait avant de te lancer, 35 minutes de jeu pour Tyler Hero cette saison, 35 minutes sur 67 matchs, 97 de true shooting plus, donc moins 3% d'efficacité par rapport à la moyenne. Pas non plus génial sur 26% d'usage, donc un volume de deuxième option d'équipe, on va dire, grosso modo. Et c'est vrai que pour te lancer, il a été blessé en playoff, donc on a un peu ce biais-là, ou en tout cas ce truc récent, mais saison régulière plus que solide. Saison régulière très solide de la part de Tyler Hero. Tyler Hero, alors c'est bien, c'est qu'on commence dans le dur parce qu'on arrive sur mon problème avec les bad shot makers. Puisque Tyler Hero est considéré, tu vois, t'as parlé du 97 de true shooting plus. Ouais. Ça résume parfaitement ma problématique avec les bad shot makers, c'est que d'un côté, ils ont cet aspect extrêmement valuable qui est de décanter une situation offensive de par leur création individuelle et de par ce côté bad shot making, mais il y a le côté inefficacité si tu le compares au reste de la ligue. Et c'est toujours difficile, moi, dans mon classement, de pondérer ce côté je suis capable de décanter une situation n'importe comment, de par ma création individuelle et quasiment à moi tout seul, au côté je suis inefficace de par le reste de la ligue. Et pour moi, Tyler Hero, parmi les joueurs qui sont considérés comme des bad shot makers, pour moi, t'as l'un des meilleurs joueur dans ce registre. Je trouve que sa saison du Heat, dans une saison régulière du Heat qui est quand même relativement insatisfaisante, quand il termine 7e de la conférence Est. Alors il y a eu énormément de blessures du côté du Heat, c'est une saison normale, j'ai envie de dire, du côté de Miami, mais Tyler Hero a pas mal décanté la situation sur certains matchs, notamment un match contre Utah. Il a mis des gros tirs en fin de match, un match contre OKC
Notamment, il a mis des gros tirs en fin de match. Je trouve que Tyler Hero était le troisième meilleur joueur du Heat cette saison, derrière Jimmy Butler et derrière Bam Adebayo. Et il y a ce côté un petit peu de playmaking, beaucoup de tirs à 3 points, parce que il faut quand même pas se mentir, il prend un tir sur 2 de Tyler Hero et un tir à 3 points, mais je le trouvais extrêmement valuable de par ce qu'il apportait sur le banc du Heat, et ça se retranscrit dans les stats. Si on regarde le on-off de Tyler Hero, lorsque Tyler Hero est sur le parquet, le net rating du Heat est à 2,75, ce qui est correct, ce qui est pas exceptionnel, mais ce qui est correct. Et lorsque Tyler Hero n'est pas sur le parquet, le net rating du Heat est à moins 7,83, ce qui est énorme en termes de différentiel. Donc, Tyler Hero, très grosse saison, pas du niveau de son Six Man of the Year qu'il a eu l'an passé, mais je trouve qu'il a décanté la situation pas mal de fois dans une équipe du Heat qui avait cruellement besoin d'offense. Alors oui, il est pas efficace il est moins efficace que la moyenne de la ligue, mais de par ce qu'il apporte et de par son côté, je peux, sur une isolation, t'apporter 2 ou 3 points, je le trouve valuable en ce sens-là. Oui, c'est pour ça qu'on fait ces débats-là, c'est qu'on peut pas juste prendre les stats et qu'il faut un peu les contextualiser, comme tu dis. Ça peut avoir pas mal de valeur, ce côté création, même si l'efficacité est peut-être moins bonne que la moyenne, mais dans la moyenne NBA, on le compare aussi à l'ensemble des joueurs NBA, donc il y a aussi des role-players, il y a aussi des finisseurs. Donc effectivement, ça peut être mis à son crédit, d'autant que, comme tu dis, sur les tirs qu'il prend de facto, il est plutôt efficace au final. Il est 37% sur les 3 points sur un gros volume de plus de 8 par match. Bon, c'est moyen bon, voire même bon tout court en fait. Hein. C'est bien. 40% sur le long tir de points, c'est pas non plus extrêmement haut par rapport à la moyenne, mais c'est pas mal. 40% sur les longs tirs à 2 points. Et même au niveau des drives, finalement, on est, tu vois, sur les relativement gros drivers à plus de 10 par match, il est 26e sur 48 en termes d'efficacité sur les tirs en fin de drive, donc et lay-up et lancer franc, tout mélangé. Après, c'est vrai qu'il y a quand même des limites, non pas sur son efficacité, sur les tirs qu'il prend, mais sur un côté, finalement, il y a aussi des tirs qu'il ne prend pas, et c'est peut-être ceux-là qui peuvent être les plus rentables. Et là, on peut parler notamment des lay-up au panier, où il est efficace, mais parce qu'il y va pas tout le temps. Donc, il y a un côté efficace sur les tirs qu'il prend, mais parce que il y a des fois, il peut pas y aller, il y va pas, et il force pas, il est pas capable de forcer dans le sens positif. Et puis, côté lancer franc aussi, où il est à 62 de free throw rate plus, donc quasiment 40% moins de lancer franc que la moyenne NBA sur le taux de lancer franc. Et même, voilà, pour le dire plus simplement, même au niveau des chiffres bruts, 2,7 lancers francs par match sur plus de 35 minutes de jeu. Voilà, ça montre quand même que ces points rentables et ces points faciles, il va pas tant que ça les chercher, ce qui explique aussi ce différentiel d'efficacité en fait. Oui, tout à fait. Si tu regardes le pourcentage de tirs près au cercle, Tyler Hero, il est à 15%. 15% de ses tirs sont des tirs tentés au cercle, sachant qu'il a été reclassé selon Cleaning the Glass cette année en wing, alors que les années précédentes il était combo. Il est dans le 16e percentile dans le 16e centile des ailiers. Je trouve ça un peu bancal de le reclasser vraiment en ailier et de le classer en combo, parce que du coup ça fausse pour moi beaucoup de stats, parce que il a pas le jeu d'un wing, il a plus le jeu d'un combo. Mais du coup, sur son assist par usage, il se retrouve 26e centile l'an dernier à 68e avec ce reclassement. Effectivement, sur cette notion de bad shot maker, si tu le compares à un joueur par exemple comme Jordan Poole, il a pas ce côté drive, il a pas ce côté je vais chercher des lancers. Alors il est plus efficace sur les 3 points. Je trouve que être à 37% quand tu as énormément de pull-up, pour moi ça en fait un joueur efficace et ça en fait un bon shooter, même si les pourcentages je le classe pas parmi les plus hauts. Mais il y a effectivement cette absence de drive et cette absence de côté je vais chercher des points faciles près du cercle. Disons que la majorité des tirs que prend Tyler Hero sont des tirs difficiles. Il a très peu de tirs rémunérateurs, ou il a très peu de tirs faciles qui pourraient un petit peu lui faire augmenter son efficacité. Ouais, c'est un peu ça. Mais là où je suis d'accord aussi, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve qu'il y a un peu un biais de stéréotypage avec Hero, où certains le voient un peu comme parfois un shooter off-screen ou en sortie d'écran, des choses comme ça, alors qu'en fait c'est un vrai joueur de pull-up en fait. Oui, complètement. C'est pas Duncan Robinson globalement. Si on le compare à un autre joueur du 8, c'est pas un joueur off-ball, c'est un vrai ball handler, un vrai joueur qui est capable de porter la balle. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est utilisé en tant que
que remplaçant la plupart du temps du côté du 8. C'est parce que il apporte justement, enfin remplaçant, non, il a débuté tous les matchs cette année, donc on va pas dire de bêtises, mais c'est pour ça que l'an dernier il avait été utilisé beaucoup en tant que 6e homme, c'est qu'il pouvait apporter énormément de choses balle en main, il peut jouer avec la seconde unit, donc il a vraiment cet impact que n'a pas d'autres joueurs, et je trouve que même au niveau de sa création, si on le compare à des bad shot makers, moi je trouve que dans cette catégorie de bad shot maker, il a quand même un niveau de création qui est honnête. Alors c'est pas non plus exceptionnel si on le compare à son poste, mais en termes de profil, je trouve que c'est l'un de ceux qui est le plus capable de créer pour les autres. Et à quel point tu trouves que son passing est valuable, par exemple? Ça c'est différent. Est-ce que ça c'est une bonne question. Moi je le trouve. Comment expliquer le passing de Tyler Hero? Est-ce que je le trouve valuable? Non. Mais je trouve que c'est plus un. En fait, le truc avec Hero, c'est que lorsqu'il porte la balle, il va chercher à scorer. Et du coup, son passing, c'est plus un passing de décalage ou de kick-out que réellement de la création, comme ça peut être le cas pour d'autres meneurs. C'est plus un créateur secondaire, mais secondaire dans le sens où sa première option en tête quand il a la balle, c'est de marquer. Et ensuite, si jamais il y a une opportunité qui se présente, il va faire le playmaking. Pour moi, c'est plus un créateur d'opportunités que réellement un créateur pour les autres. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Effectivement, je pense qu'on est là pour le coup, on est un peu, on est un peu dans le stéréotype du joueur de pull-up justement, qui peut un peu créer, qui a un peu les basiques, qui peut occasionnellement, mais tu vois, tu parlais de Jordan Poole. Pour moi, c'est un peu ça qui le sépare de Jordan Poole, c'est ce côté passing un peu moins bon, un peu moins drive and kick, un peu moins ce genre de choses, quoi. Donc on va dire qu'on est sur un passeur intéressant qui fait pas que des choses de son côté non plus, mais effectivement, c'est pas non plus. On n'a pas un profil qui, dans sa globalité, est un créateur de haut niveau, un peu pour ça, un peu à cause de ça. Enfin, tu me dis si t'es pas d'accord, mais pour moi, on est plus sur ce côté, justement, un peu créateur secondaire ou tertiaire, parce que ça va être beaucoup des points compliqués, des points de son côté, un peu de passing, mais pas tant que ça, et même le scoring avec une efficacité, du coup, un peu relative, parce que pas capable de générer des tirs rentables et faciles, en fait. Ouais, tout à fait. Mais c'est toute la problématique quand un tir sur deux pris par Tyler Hero est un pull-up. Il est à 8 pull-up tentés par match, ce qui fait quasiment, enfin ce qui fait 50% de ses tirs. À 3 points, c'est pareil. Je trouve que, et encore, même au niveau de son efficacité en pull-up, notamment à 3 points, il en tente 4 par match, il est à 37%. Ce qui, en pull-up, à 3 points, le classe pas parmi les meilleurs, mais le classe pas non plus dans la tranche basse. Disons qu'il est dans la moyenne parmi les joueurs à très gros volume sur pull-up à 3 points. Au niveau de sa création, ouais, effectivement, les fans du 8 vont peut-être me contredire si je dis des bêtises, mais j'ai vraiment du mal à me remémorer des séquences où t'as Tyler Hero qui va faire un pick and roll avec, je sais pas, Bam Adebayo, avec peut-être utiliser le jeu à deux avec Jimmy Butler. J'ai vraiment du mal à me souvenir de ces séquences. Pour moi, c'est plus un score un playmaker d'opportunité où il y a deux joueurs qui vont arriver sur lui, il va donner à, je sais pas, Duncan Robinson ou à Caleb Martin qui est dans un corner, plutôt que vraiment un créateur où il va initier le jeu en attaque pour pouvoir servir à un Bam Adebayo par exemple sur pick and roll. Pour le coup, moi, sur pick and roll, je le trouve intéressant, mais effectivement, on n'est pas sur un créateur de décalage en quantité et en qualité, on va dire. On n'est pas sur un chapeau, on n'est pas sur ce truc-là, ouais, en effet. Ouais. Et niveau défense, qu'est-ce qu'on en pense? C'est pas terrible niveau défense Tyler Hero, mais ça c'est encore une problématique que tu as. Disons qu'il est dans le système du 8, donc quand tu es dans le système Spolstra, tu peux être un petit peu caché, mais je trouve que encore une fois avec ce type de profil, c'est ce que je reproche, c'est qu'il y a peu d'efficacité par rapport au reste de la ligue, et défensivement, je trouve que ce sont des joueurs, alors à différents niveaux, on n'est pas sur un niveau Jordan Clarksonesque non plus, mais je trouve qu'il y a ce côté un peu ciblé pour Tyler Hero. Alors, il a jamais été réellement ciblé comme a pu être ciblé des Duncan Robinson, par exemple, comme ont pu être ciblés des Joe Harris, comme ont pu être ciblés des Jordan Clarkson en playoff. Je trouve que son impact, c'est un défenseur, ouais, que je considérais comme lower average. C'est-à-dire qu'il y a rien de réellement flashy dans le jeu de Tyler Hero, enfin, dans la défense de Tyler Hero. Il y a rien qui est vraiment pénalisant pour ce type de joueur, parce que si sa défense avait été réellement pénalisante, on est sur un joueur qui aurait vu son temps de jeu diminuer au fur et à mesure des campagnes de playoffs. Et si son temps de jeu diminue lors des campagnes des playoffs, c'est pas tant de par sa défense, mais plutôt de par sa chute
d'efficacité au tir. Donc oui, défensivement, je le considère comme un défenseur lower average qui fait rien de spectaculaire, mais qui est pas non plus, comme il est dans le système du hit, il est bien caché et il est aussi obligé de mettre une certaine intensité parce que sous Spoelstra, t'es obligé de défendre un minimum. Ouais. Je vois, mais alors moi je pense que je suis plus bas que toi sur la défense. Du coup, j'avoue que je pense qu'on est plus sur du vrai négatif. Même si c'est vrai, comme tu dis, il s'est pas fait chasser qu'autant, mais en même temps, peut-être qu'il s'est pas fait chasser parce que quand il est sur le terrain avec Duncan Robinson, c'est Robinson qui se fait, qui se fait cibler. Mais je pense qu'on est sur du négatif avec en plus, lui, ce qui l'arrange pas, c'est que il a des bras assez courts, quoi. Il a pas ce bonus d'envergure de bras qui fait que, tu vois, même s'il fait des rotations au panier ou au rebond, bah, il est limité de par ses centimètres aussi en partie. Donc il y a ça qui peut être un peu problématique. Ok, sauf si t'as d'autres choses à rajouter, tu me dis, mais sinon classement, où est-ce qu'on le projette alors? Non, bah peut-être rajouter quand même deux trois trucs Vas-y, parce que on sait que le Heat a atteint les finales NBA sans Tyler Hero. Moi qui suis un petit peu mesquin, j'aime dire que si Tyler Hero ne s'était pas blessé, jamais le Heat ne va en finale NBA. Mais parce que les joueurs qui ont remplacé le usage de Tyler Hero durant ces playoffs sont des joueurs qui l'ont fait avec un pourcentage de réussite qui était très élevé. Voilà, les Caleb Martin, les Gabe Vincent, c'est des joueurs qui ont repris normalement le pourcentage de Tyler Hero et qui se sont vraiment retrouvés à mettre 50% au tir, à 40% à 3 points. Là où Hero plafonne un peu plus, et notamment l'an dernier où il fait vraiment des playoffs qui sont pas très bons, où il y a une chute drastique d'efficacité parce que les défenses se resserrent, parce que c'est plus difficile de se créer son tir. Et c'est peut-être là où on voit pour moi la limite du bad shot maker, c'est que dans une attaque en difficulté, je trouve qu'un bad shot maker est valuable. Dans une attaque qui tourne bien, je trouve que le bad shot maker est moins valuable. Oui, ça raconte pas mal de choses hein, sur le profil que tu viens de décrire, parce qu'en effet, quand tu dis... il peut y avoir de la valeur sur un côté prendre des tirs et création pure, mais en même temps, quand quelqu'un ne les met pas avec une bonne efficacité et que quand tu répartis les autres tirs sur d'autres joueurs qui vont prendre des tirs, mais pas forcément les mêmes, hein, pas forcément isolation, mais les mettre plus efficacement, oui, c'est vrai que ça fait un peu réfléchir sur ce profil de joueurs de pull-up ou d'agitateurs en sortie de banc, alors quand même pas jusque-là, mais en tout cas de créateurs pas hyper efficaces. Mais c'est ça, c'est en fait pour moi un bad shot maker, c'est valuable en fonction des matchs, de comment est ton attaque. Ça peut même être valuable sur certaines séquences en fonction d'un match, comme ça peut ne pas l'être sur le même match mais sur une autre séquence. Ça dépend vraiment de comment est ton attaque, à quel point ton attaque est en difficulté. Et donc, classement? Moi, je le mettrais au niveau de la fourchette, je le mettrais entre 35 et 40. Je vois la position de Tyrese Maxey. Je trouve ça intéressant de l'associer à Tyrese Maxey. Je pense que c'est deux joueurs qui sont à peu près dans le même registre. Alors, on n'est pas complètement sur le même registre. Tyrese Maxey est un peu moins un bad shot maker et un peu plus efficient. Mais les deux ont quand même souffrent d'une certaine absence de playmaking. Il y a les mêmes inquiétudes ou les mêmes réserves sur la défense de par le profil physique, parce que Tyler Hero, effectivement, comme tu l'as dit, il manque une longueur de bras, mais même avec son poids, puisqu'il fait à peu près 90 kilos, si tu le mets sur des ailiers, ça peut vite devenir compliqué. Donc ouais, moi je le mettrais entre 35. Ça me gêne un peu de le mettre derrière Kyle Anderson, mais j'aimerais bien le mettre dans ce rang avec CJ McCollum et Tyrese Maxey. Je trouve que c'est trois joueurs qui font pas mal de sens quand tu les associes ensemble dans un classement. Ok. Eh bien, j'étais beaucoup plus bas. J'étais sur Emmanuel Quickley, qui est 51e. C'est vrai qu'il y a Quickley, mais je trouve que Quickley est peut-être un poil bas pour le coup. Mais j'avoue que c'est vrai que c'est peut-être un peu bas par rapport à Quickley. Même si Quickley, tu vois, en défense, c'est quand même largement meilleur, mais il n'a pas le même volume. Donc peut-être que j'ai visé un peu bas, mais je veux bien couper la poire en deux, du coup. Et notamment, déjà le mettre par-dessus des gens les 3&D, Harrison Barnes, KCP et McDaniels, alors, par exemple. Ça peut déjà être un acquis. Après, oui, moi, je dirais que c'est une question de philosophie, mais j'ai du mal à le faire passer devant des pivots défensifs comme Poeltl ou Capella, tu vois, qui sont vers là, 42, 43, 44. Moi, je privilégie les porteurs de balles, donc je vais être biaisé, mais... Et tu vois, sur Maxey, pour moi, Maxey est plutôt une fourchette haute à pas dépasser, pour moi, Tyrese Maxey. Ouais, peut-être, ou dans ce cas-là, en fait, c'est vraiment pour moi, il est quelque part entre Tyrese Maxey et Emmanuel Quickley. Du coup, je trouve qu'Emmanuel Quickley est peut-être un peu bas.
ou alors Tyrese Maxey un peu haut, mais disons que si t'as Maxey en 40, que t'as Hero en 45 et que t'as Quickley en 51, pour moi, il n'y a pas 11 spots d'écart entre Maxey et Quickley. Mais c'est pour ça que je me suis plus référé à Tyrese Maxey. Après, sur le côté, même CJ McCollum, je trouve que si on juge le CJ McCollum de 2022-2023, Oui. pour moi, il n'y a pas tant d'écart que ça avec Tyler Hero. Alors, McCollum a un peu plus le playmaking, mais qui est pas non plus un playmaking exceptionnel. On va en parler encore quand on arrivera sur le Cunningham. Mais en termes d'efficacité, la saison de CJ McCollum, elle est vraiment pas bonne. Et je trouve que, ouais, si on me demande de faire un classement entre CJ McCollum et Tyler Hero, je dis pas que Hero est devant, mais je l'éloigne pas tant que ça de McCollum. Oui, mais ça me va très bien de descendre McCollum. Du coup. Ça me va très bien, effectivement. McCollum, niveau efficacité, ça peut s'entendre de le descendre. Ce qu'on peut faire, ce que je te propose, c'est maxer un peu en haut. On redescend McCollum et on met par là aussi Tyler Hero, si ça te va, un peu dans cette zone. Donc ça ferait maxer autour de la 40e place. Scotty Barnes, si on met CJ McCollum par là. Ouais. Et du coup Tyler Hero. Est-ce qu'un truc comme ça peut le faire? Ouais, moi je pense que ça peut le faire. Sachant qu'avec, comme tu dis, une fourchette haute d'évaluation, si quelqu'un comme toi qui pondère pas mal les porteurs de balles, tu irais le faire aller, toi, jusqu'à 35, c'est ça? 35, je le mets pas devant Karl Anthony Towns, très honnêtement. Kyle Anderson, alors? Ouais, je pense que Kyle Anderson, c'est vraiment le marqueur où je me dis, je préfère, enfin, dans un classement, je préfère classer Tyler Hero devant Kyle Anderson, de par cette notion, encore ce biais des porteurs de balles. Moi, c'est vraiment le premier nom où je vois le classement, je peux peut-être commencer à mettre Hero dans ce range-là. Ok. Je vois. Ok. Ben, faisons comme ça, alors, si ça te va. On fait un tir groupé McCollum Hero qu'on met par là. Et éventuellement, je suis d'accord que peut-être Quickley, il faudrait le remonter un peu. On verra ça. Et donc là, on le met devant les pivots. Hein. On est d'accord? Devant les pivots, Potel, Robinson, Capella. Ça peut aller. Ok. Eh bien, petit quiz pour finir. Tu sais qu'il y a des quiz à la fin. Pour se remémorer des belles actions de la saison, nous sommes le 31 décembre 2022, le jour de l'an, le soir du jour de l'an. Nous sommes à Utah, est-ce que ça te parle? Un buzzer beater contre le Jazz sur un pied à 3 points entre 3 défenseurs. C'est celui dont je parlais en disant qu'il avait mis des gros tirs en fin de match contre le Jazz. C'est exactement ce match-là auquel je pensais. Effectivement, il en avait mis un contre OKC 2 semaines avant, à OKC. Donc vraiment, c'est cette capacité aussi qu'il a... par rapport à d'autres bad shotmakers, Jordan Clarkson est un peu dans ce même range-là, mais d'être capable de porter son équipe sur ses épaules et de mettre des gros tirs. Alors effectivement, c'est des tirs sur 3 joueurs, mais il a ce côté peut-être un peu plus clutch que peuvent avoir, par rapport à d'autres bad shotmakers. Alors, est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain au moment de ce tir très clutch au buzzer contre Utah? Des joueurs du 8? Les deux sur le terrain. Qui est sur le terrain? Qui est sur le terrain? Les 10 joueurs sur le terrain? Les 10 joueurs sur le terrain. Oh là, ça va être très difficile. Alors, côté du Jazz, il doit y avoir Markkanen. Oui, tout à fait. Il y a... Alors, attends. 31 décembre. Ouais, 31 décembre. Alors, attends. Est-ce que Jimmy Butler est là? Non, il n'est pas là. Aïe, il n'y a pas de Jimmy Butler. Alors, y a-t-il Kelly Olynyk? Oui, Olynyk est là. Et Kelly Olynyk, qui le Jazz a bien pu mettre défensivement pour défendre Tyler Hero. Y a-t-il Jordan Clarkson? Oui, tout à fait. Il y a Jordan Clarkson. Alors, le Jazz. Alors, Mike Conley est-il sur le parquet? Oui. Mike Conley est-il sur... Donc, il m'en manque un. Qui ils auraient pu mettre à l'aile du côté du Jazz? Un joueur qui a été drafté devant SGA. Un meneur qui a été drafté devant SGA. Ah, Colin Sexton. Exactement, Colin Sexton. Je pensais à Colin... Alors, du coup, côté du 8, y a-t-il Bam? Oui, Bam est là. Il y a Kyle Lowry? Non, pas Kyle Lowry, non. Il n'y a pas Kyle Lowry. Il y a Max Strus? Oui, tout à fait, Max Strus. Alors, Max Strus, Hero, Bam... Qui ils auraient pu mettre au poste 4? Y a-t-il Victor Oladipo? Exactement, l'ancien lieutenant de Westbrook, Victor Oladipo. Victor Oladipo, alors le 4e, du coup... C'est un meneur classique. C'est un meneur? Attends, des meneurs classiques au hit, c'est pas, quand c'est pas Kyle Lowry... Ben si c'est pas Kyle Lowry, c'est... Attends, j'ai un trou. Le titulaire. Ah, Gabe Vincent. Exactement, Gabe Vincent.
Et bien avançons, deuxième joueur du jour. On peut partir cette fois sur l'intérieur. Si on va sur Jarrett Allen, 32 minutes par match pour Jarrett Allen cette saison, 68 matchs, 115 de true shooting plus, donc plus 15% d'efficacité par rapport à la moyenne, sur 16% d'usage, donc un volume évidemment très modeste en tant que finisseur seulement. C'est vrai qu'on a une déception de Cleveland avec les playoffs, évidemment, mais tout de même une très grosse saison de Jarrett Allen. Énorme saison de Jarrett Allen dans une équipe qui était la meilleure défense de NBA. Hein. Il faut pas l'oublier. Alors oui, alors là on change vraiment du tout au tout puisqu'on passe d'un bad shot maker à vraiment un finisseur quasi exclusif avec Jarrett Allen, avec un gros défenseur intérieur et finisseur. Je trouve que Jarrett Allen, il avait déjà montré des belles choses l'an dernier puisqu'il avait été élu All-Star. L'impact défensif qu'il avait eu sur les Cavs pour moi était équivalent, voire même supérieur à l'impact défensif qu'avait pu avoir Evan Mobley. On avait vu lorsque Jarrett Allen s'était blessé que la défense des Cavs était vraiment moins bonne. Cette année, il y a Evan Mobley qui a vraiment franchi un step supérieur et qui est vraiment devenu le meilleur défenseur des Cavs. Mais du côté de Jarrett Allen, on est sur une saison où, en fait, en attaque, il fait ce qu'il a toujours fait, à savoir être un finisseur près du cercle, un très bon finisseur près du cercle. Et en défense, il a un petit peu, c'est devenu une tour de contrôle à l'intérieur, gros protecteur de cercle, gros protecteur de cercle, pas vraiment, mais plus protecteur de cercle, en tout cas plus proche du cercle que Evan Mobley. Et oui, la saison de Jarrett Allen, c'est une saison où les Cavs sont parmi une meilleure défense, sont la meilleure défense de NBA en termes de defensive rating, et Jarrett Allen est vraiment la tour de contrôle avec Evan Mobley de cette défense des Cavs, et je trouve ça extrêmement fort, et je trouve que ça dit beaucoup de choses du niveau défensif de Jarrett Allen et du niveau défensif de Evan Mobley, d'être la meilleure défense de NBA quand tes lignes extérieures sont composées de Donovan Mitchell et de Darius Garland. Oui, c'est vrai que c'est assez significatif, mais sur le profil offensif, finalement, il y a assez peu de choses à raconter. Comme tu dis, on est sur un finisseur exclusif. Si ce n'est qu'on est sur quelqu'un de très, très vertical, très grand, avec de très très longs bras et relativement explosif. Donc on a vraiment une excellente verticalité qui malheureusement n'est pas toujours totalement exploitée, je trouve, de par le manque de spacing peut-être. Ouais. C'est un peu toujours le problème. D'ailleurs, on l'a bien vu en playoff, cet aspect-là. Et puis, par ailleurs, on n'a pas de création balle en main, on n'a pas trop de passing, on n'a pas trop de jump shot ou de spacing. Donc de spacing de sa part, je veux dire. Donc effectivement, on est sur un profil assez sobre offensivement. Et c'est vrai que défensivement, on a aussi ce truc de finalement difficile de séparer, de décorréler l'impact de Jarrett Allen de Evan Mobley. Comment toi comment tu les juges les uns par rapport aux autres, les deux? Moi, je trouve que Evan Mobley est plus polyvalent, plus un joueur loin du cercle, là où Jarrett Allen est vraiment en termes de protecteur de cercle, et que tu vas avoir peut-être Jarrett Allen qui va plus prendre les contacts physiques à l'intérieur, qui va plus défendre sur les énormes pivots comme les Joel Embiid, comme les Nikola Jokic, là où un Evan Mobley va plus être un joueur de second rideau qui va venir un petit peu empêcher le défenseur de marquer. Mais s'il faut prendre un contact physique, alors après je peux me tromper parce que j'ai pas vu 68 matchs de Jarrett Allen, mais de ce que j'ai vu, pour moi t'as Jarrett Allen qui est vraiment la première lame, et t'as Evan Mobley qui est plus dans un rôle de roamer, qui va plus être un peu plus libre dans ses mouvements en défense pour venir empêcher l'attaquant de marquer. Mais s'il faut quelqu'un, d'une part pour protéger le cercle et deuxièmement pour encaisser les contacts physiques, c'est Evan Mobley. C'est Jarrett Allen, excuse-moi. Il est moins mobile évidemment que Evan Mobley, et du coup de par son manque de mobilité et son passif aussi aux Nets où il était vraiment le seul protecteur de cercle des Nets, il a été utilisé de nouveau comme ça aux Cavs. Donc moi c'est vraiment le joueur qui prend les contacts et qui protège le panier, pendant que Evan Mobley est dans un rôle un peu plus libre et d'électron libre défensivement. Oui, effectivement, je suis assez d'accord avec la description que tu en as fait. Même si tu vois, je pense que Jarrett Allen, comparé à d'autres protecteurs de panier, il est quand même assez mobile pour le coup. Tu vas pas faire des switches tout le temps avec lui, mais il y a une certaine dose de mobilité assez intéressante. Mais c'est vrai qu'on est plutôt sur un modèle où Mobley, ça va être le fameux low man, le défenseur parfois en safety, un peu off-ball, ou celui qui va être très mobile, très polyvalent, comme tu dis, là où Jarrett Allen, pour moi, c'est plutôt l'encre défensive un peu plus classique. Le rim protector plus classique, grand, imposant, costaud, qui va faire du drop sur pick and roll, qui va ce genre d'ancrage défensif. Un peu d'ailleurs, ça rappelle un peu sur le modèle Antetokounmpo et Brook Lopez du côté de Milwaukee. On est un peu sur ce modèle-là. Et c'est vrai que pour moi, c'est là-dessus où je trouve qu'on est sur
profil finalement assez simple à décrire, sobre en attaque et même en défense très classique également, pardon. Mais là où je trouve que c'est intéressant, c'est que c'est peut-être, à mon avis, Jarrett Allen, un des tout meilleurs, si ce n'est le meilleur dans ce modèle. Alors peut-être pas le meilleur, pardon, parce qu'il y a quand même du Rudy Gobert, mais dans ce modèle d'encre défensive, c'est peut-être un des tout meilleurs de NBA sur ce côté, à la fois la défense en drop et la protection du panier classique, et la verticalité en attaque, où oui, il y a des points bonus parce qu'il n'y a pas de création, il n'y a pas de passing, etc. Mais dans ce qu'il fait, il le fait extrêmement bien. Donc ouais, pour moi, il y a un niveau défensif qui est à ce point intéressant qu'on a un Jarrett Allen qui va être plutôt bien placé à mon avis, et en tout cas que moi je mets déjà clairement aujourd'hui parmi les meilleurs protecteurs de panier et même défenseurs de NBA dès 2023 en fait. Oui, puis ce que je trouve intéressant avec Jarrett Allen comme Evan Mobley, c'est que les deux ont un QI défensif vraiment très élevé. Si on lit on parle de protection de cercle, si tu lis juste les stats brutes en termes de contre, qui est un peu l'argument un peu bateau pour évaluer la protection de cercle, ou alors le rim differential, à combien les adversaires shootent au cercle lorsque tu as ce joueur qui se protège le cercle, c'est pas parmi les meilleurs. On n'est pas sur du moins 14 comme ça peut être le cas pour Rudy Gobert, on n'est pas sur du moins 12. Enfin, Rudy Gobert est plus bas cette année du côté des Wolves, mais on n'est pas sur du Walker Kessler, mais on est sur des joueurs vraiment très intelligents. Et ce que je trouve intéressant avec Jarrett Allen, c'est que tu parlais du fait d'être un finisseur en attaque. Moi, ce que je trouve valuable par rapport à d'autres protecteurs de cercle, c'est qu'il est à 73% au lancer cette année. Il a 70% en carrière. On est sur un joueur qui est capable de mettre ses lancers francs, ce qui n'est pas le cas, par exemple, d'un Mitchell Robinson, ce qui est moins le cas d'un Clint Capella, et ce qui est moins le cas d'un Rudy Gobert. Je trouve que Jarrett Allen, il est un peu plus complet en attaque parce que il impose une verticalité, et si tu fais faute sur Jarrett Allen, tu vas plus être sanctionné sur la ligne des lancers qu'un Rudy Gobert ou qu'un Mitchell Robinson, ce qui moi m'inquiète un peu, ou ce qui moi me fait avoir des réticences sur ces deux profils-là, c'est qu'en attaque, déjà ils apportent pas grand-chose, mais si en plus ils sont pas capables de sanctionner sur la ligne des lancers francs, leur rôle en attaque et leur impact en attaque, hormis la pose d'écran bien sûr, est quand même beaucoup réduit et quand même assez peu valuable. Oui, ça reste le problème principal, c'est trouver comment est-ce qu'on peut avoir des configurations où l'attaque ne coince pas comme on a vu en playoff, hein, parce que les Knicks n'ont pas fait grand-chose de révolutionnaire. Hein. Bon, je sais que tout le monde a retenu le côté rebond offensif qui pour moi était important, mais pas le plus important. Pour moi, le plus important, c'était l'absence de spacing dans cette équipe, et le fait que quand tu avais Garland ou Mitchell qui essayait de driver ou faire un pick and roll, le terrain était complètement surchargé autour d'eux et ils pouvaient rien faire, quoi. Donc ça reste une problématique, mais défensivement, on a dit, meilleure défense de NBA au global, avec en plus, comme tu disais aussi, des lignes, un premier rideau pas top, donc c'est peut-être d'autant plus impressionnant pour ces deux-là, Mobley et Jarrett Allen. Les chiffres d'efficacité au panier, efficacité défensive quand il est sur le terrain, 94e centile, et si on essaie un peu de décorréler entre lui et Evan Mobley, effectivement, en fait, à chaque fois, on a une bonne défense. C'est-à-dire que quand les deux sont sur le terrain, on est à 111 de defensive rating, très bon. Quand il n'y a que Evan Mobley, 110,8. Quand Jarrett Allen, 109. Donc, on est sur des chiffres très, très similaires. Après, attention à l'échantillon qui n'est pas énorme. Mais pour moi, oui, on va être... si tu veux, on peut passer au classement, du coup. Mais pour moi, on est vraiment dans le top du top de ce profil de encre défensive. Et donc, je te demande ton classement. Où est-ce que toi, tu l'imagines ? Moi, quand je regarde le classement, je le mettrais devant tous les protecteurs de cercle. Alors pas Rudy Gobert, mais je le mettrais en fait. Il y a le côté Miles Turner qui m'embête un petit peu parce que Miles Turner est assez haut, mais moi je le mettrais bien du coup 42. Enfin dans le classement pour l'instant, je le mettrais devant Jakob Poeltl pour vraiment le démarquer des protecteurs de cercle. Et il y a Jarrett Allen, Jakob Poeltl, Mitchell Robinson, Clint Capella, je trouve que ça fait un beau quatuor de protecteurs de cercle, et je trouve ça intéressant de mettre Jarrett Allen tout en haut de ce quatuor. Ok. Mais après, il y a le cas Miles Turner qui m'embête un petit peu, mais Miles Turner apporte d'autres choses que n'apporte pas forcément un petit peu le 3 points, même s'il n'y a pas d'efficacité. Miles Turner, je trouve que 10 places d'écart entre Jarrett Allen et Miles Turner, c'est ce qui me pose un peu plus problème, mais j'aime bien le mettre avec le quatuor Jakob Poeltl, Mitchell Robinson et Clint Capella. J'avoue que j'étais beaucoup plus haut, beaucoup plus haut que ce tiers-là de pivot. J'étais même au-dessus de l'autre tiers de pivot, tout ce qui est Al Horford, DeAndre Ayton, Miles Turner, Wendell Carter Jr. Et en fait, tu vois, même avec Evan Mobley, je me pose la question, pour toi, c'est évident que Mobley est meilleur ? Pour moi, oui.
Pour moi, oui. Après, c'est sujet à débat, mais je trouve que Comment tu l'argumenterais alors, par exemple? je le trouve un cran au-dessus dans le QI basket et même dans l'utilisation offensive. Je trouve que malgré le fait que j'ai des réticences sur le développement offensif d'Evan Mobley, je le trouve quand même plus valuable. Je le trouve plus. Je vois, disons, les flashs de Evan Mobley me donnent plus confiance que les flashs de Jarrett Allen. Je pense que ça peut être autre chose qu'un finisseur vertical. Ça peut être autre chose, mais est-ce que ça l'est déjà? C'est ça la question. Un tout petit peu de playmaking, un tout petit peu, mais disons que défensivement, je prends Evan Mobley, mais après le rôle d'Evan Mobley est quand même pas mal simplifié parce que t'as un joueur comme Jarrett Allen qui est capable de faire ça. Mais ouais, le ratio attaque-défense fait que pour moi Evan Mobley actuellement est un meilleur joueur que Jarrett Allen. J'avoue que pour moi, c'est pas aussi évident. Mais j'entends, mais c'est pas aussi évident. Et je me demande à quel point sur Evan Mobley, il n'y a pas un côté. On se projette facilement parce qu'il est jeune, donc on projette peut-être plus le potentiel de. Ça peut être le joueur ultime à la fin, quoi. Mais je sais pas, tu vois, je me pose la question. Mais alors, par rapport à d'autres pivots, c'est vrai que on a DeAndre Ayton 31, notamment. À Horford 30. Alors, à Horford, plus polyvalent, mais. J'avoue que moi, comme je pondère assez pas mal Pardon, je refais la phrase. Moi, comme je pondère plutôt pas mal la protection du panier et que pour moi, c'est un des tout meilleurs dans l'exercice, je n'aurais pas trop de mal à le mettre au niveau de DeAndre Ayton, voire même un peu au-dessus, tu vois. Ah, c'est différent. On est vraiment sur deux profils complètement différents. DeAndre Ayton est beaucoup plus un profil offensif que... Enfin, ce qu'apporte DeAndre Ayton en attaque, Jarrett Allen ne peut pas l'apporter. Ce qu'apporte Jarrett Allen en attaque, DeAndre Ayton l'apporte peu. Donc, on est sur des profils différents. Je sais pas. Ouais, peut-être au niveau de DeAndre Ayton. Mais après, il y a le côté... est-ce que tu mets vraiment 20 places d'écart entre Jarrett Allen et un joueur comme Mitchell Robinson? Je sais pas. Je sais pas. Moi, oui. Personnellement, moi, oui. Mais après, on pourra aussi envisager de remonter effectivement le groupe de pivot. Alors, ça peut s'entendre. Mais est-ce que tu mets Jarrett Allen réellement devant Karl Anthony Towns? Ça, c'est... Sur la saison, je pense, ouais. Sur la saison, mais ouais. Peut-être, oui, c'est vrai qu'il y a le range à Horford, DeAndre Ayton, Miles Turner. Disons qu'il y a vraiment dans le classement, il y a des passages où il y a des pivots. C'est vrai qu'il peut peut-être être dans ce rôle-là. J'ai peut-être été un peu dur au niveau du classement. Non, mais alors pour te dire, moi je l'avais au niveau d'Evan Mobley même, donc j'avoue que j'étais très haut. Hein. Mais je veux bien pondérer. Tu l'aurais au niveau de Mark Cannon et Desmond Bane. Ouais. Même Aaron Gordon, tu vois, je pense que je préfère avoir Jarrett Allen. Je pense que Jarrett Allen a plus d'impact qu'Aaron Gordon, mais peut-être que j'exagère, donc je veux bien redescendre et le même mettre avec Ayton, effectivement. Tu peux, ouais, on peut le mettre 32 juste devant Miles Turner et faire à Horford, DeAndre Ayton, Jarrett Allen. On peut faire un truc comme ça, ouais effectivement. Faisons ça et je pense que, ouais, j'aimerais bien avoir des avis supplémentaires parce que c'est pas évident, Jarrett Allen. C'est pas évident du tout. Surtout qu'en plus, je voulais remonter Evan Mobley en plus, moi, tout à l'heure. Donc... Oui, en plus, mais je sais pas, je trouve que, tu vois, à Horford, bon, avec tout le côté, enfin, tout ce qu'on peut penser d'Horford et le fait que peut-être parfois on en fait un peu trop sur Horford, il y a quand même l'efficacité à 3 points, il y a quand même le pick and pop. C'est vrai. Alors, ouais. effectivement, il n'y a pas la protection de cercle, mais en termes de QI défensif, on est quand même très élevé. Donc, je sais pas, je trouve que, disons que tu vois, DeAndre Ayton, Horford, Miles Turner, t'as des joueurs qui sont des bons joueurs offensifs, enfin des bons joueurs offensifs qui peuvent s'écarter un peu plus du panier que ce que fait Jarrett Allen. Et défensivement, un joueur comme Horford, il est pas au niveau de Jarrett Allen, mais il est pas si loin que ça. Donc on peut le mettre peut-être au même niveau, effectivement. Ça marche, sachant qu'on pourra remonter aussi à Horford. Hein, si effectivement, peut-être on l'a classé un peu bas. Ça peut s'entendre aussi. Même si ça va gueuler côté Warriors, parce que si on le remonte, on le fait passer devant Klay Thompson. Ouais, bien sûr. Mais alors Ford, Aaron Gordon, pour moi, ça se débat. Oui, je suis d'accord. Ça se débat. Je suis d'accord. Bah tiens, on est sur un quiz assez difficile pour toi, vu que tu t'y connais pas mal et que j'ai envie de te piéger. Oh là. Nous sommes le 31 janvier 2023. C'est un poster dunk de Jarrett Allen sur un joueur des Clippers que tu connais bien. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain? Exactement. C'est Moses Brown qui est sur le terrain. C'était sûr. Bien sûr, Moses Brown, légende du Thunder. Hein. Bien sûr. Tout à fait.
Sûr, qui est parti à Portland là, donc vraiment les fans de Portland, quand vous allez voir Moses Brown, on est plus sur du volleyeur que sur du joueur de basket. Tu vois, si t'avais fait une syllabe des 100 meilleurs volleyeurs du monde, tu aurais inclus Moses Brown dedans, je pense. Alors c'est dans le garbage time ou pas? C'est un match atroce, il y a aucune star. Il y a aucune star. Pas côté Clippers, mais après t'as les classiques, hein. Côté Cleveland, tu peux le faire rapidement si tu veux. Bon, t'as Garland, Mitchell. Ouais. Okoro. Pas Okoro, non. Dean Wade. Oui, tout à fait. Du coup, il y a Evan Mobley. Non, pas Evan Mobley. Si je te dis comment ça s'appelle, Reservoir Dogs, le nom des mecs, ça te parle ou pas? Reservoir Dogs. Alors j'ai vu Reservoir Dogs, mais alors je vois pas le lien là du coup. Comment ils s'appellent? Ils s'appellent tous Mr. Pink, Mr. Blue, etc. Et donc celui qui est sur le terrain, c'est... le Caris LeVert. LeVert, effectivement. Le jeu de mots, j'aime beaucoup, ouais, Caris LeVert. Alors côté Clippers, alors s'il y a personne, ça va être dur. C'est fantastique là. Alors on en a un, si tu veux, je peux t'aider. Il y en a un, il est très du matin. Il y a Amir Kofi. Exactement, il est du matin, c'est Kofi, voilà. C'est Amir Kofi. J'ai essayé de prendre... Ouais, d'accord, il y a Amir Kofi. Alors, quel est le 31 janvier? Donc, c'est avant la trade deadline. Est-ce qu'il y a Reggie Jackson? Non, il n'y a pas Reggie Jackson, mais il y a un Français, passé par Michigan. Bon, il y a Batum? Non, passé par la fac de Michigan. Un Français passé par la fac de Michigan aux Clippers? Ouais, un très jeune, très très jeune. Alors là, j'ai pas. Je t'avoue que j'ai pas. C'était Diabaté. Ah, bien. Ouais, alors là, non, j'aurais jamais eu. Diabaté, tu l'aurais pas eu. Il y en a un, c'est un très jeune joueur aussi, qui l'an dernier était rookie et a fait une grosse performance contre une équipe qui a son nom de famille. BJ Boston. Exactement. Je connais bien. Enfin, je connais bien BJ Boston. J'avais étudié son profil à Kentucky quand il avait chuté. J'étais plutôt fan de BJ Boston, mais il fait difficile de faire son trou aux Clippers. Mais donc Moses Brown, Diabaté, BJ Boston, Amir Kofi, donc il en manque un. Ouais, il manque un meneur, mais introuvable, je pense. Il a le nom d'un club de foot anglais. Jason Preston. Exactement, Jason Preston, ouais, tout à fait. Alors là, je sais pas comment t'as trouvé. Il y a Jason Preston et je sais plus, c'est Xavier Moon qui doit être un cousin éloigné de Jamario Moon. Qui est tout à fait le neveu de Jamario Moon, tout à fait. Ah bah voilà, pour de vrai. Voilà. C'est pas un jeu de mots, c'est pour de vrai. Bah voilà, je sais pas, c'était pas fait exprès en plus, mais ouais, Jason Preston. Ah ouais, c'est vraiment le 5. C'est le 5 de la mort. C'est compliqué, hein, les Clippers. Là, c'est le death line-up, mais pas dans le bon sens. Je voulais un peu te tester, on y est arrivé. Mais tu t'en es très très bien sorti sur ce quiz ultra dur. Eh bien, avançons, on peut aller sur D'Angelo Russell. 32 minutes par match pour D'Angelo Russell, 71 matchs, 104 de true shooting plus, donc plus de 4% d'efficacité par rapport à la moyenne, sur un usage de 23%. C'est vrai que secrètement, ou pas d'ailleurs, secrètement, une très bonne saison par rapport à ses standards. Une saison en deux parties, puisqu'il a été échangé au cours de la saison entre Minneapolis et les Lakers. Le problème de D'Angelo Russell, c'est que quand tu me l'as donné, moi, j'ai immédiatement pensé aux playoffs de D'Angelo Russell qui sont vraiment pas bons. C'est vrai. Ils sont vraiment pas bons. Ils se retrouvent... Alors, ils jouent quand même 30 minutes sur les playoffs, mais quand on parle de la campagne de playoffs des Lakers, si jamais tu dois citer un guard, tu penses tout de suite à Austin Reeves. Austin Reeves qui fait de LeBron un joueur statique, Austin Reeves qui porte la balle. Je pense beaucoup plus à la défense qu'a pu faire Dennis Schroeder lors de la série face à Golden State, que j'ai trouvé exceptionnel, que vraiment D'Angelo Russell. Alors, il a eu ses coups de chaud lors de la campagne de playoff, mais pour moi, ouais, c'est vraiment le 3e meilleur guard des Lakers, et c'est pour ça que quand tu me l'as donné, j'étais un peu réticent en disant bon, D'Angelo Russell, ouais. C'est vrai que sa saison est bonne, mais encore une fois, pour D'Angelo Russell, je sais pas, il y a une certaine frustration de voir que il y a toujours un petit arrière-goût d'inachevé pour D'Angelo Russell. C'est que c'est un joueur qui est en 18 points, 6 passes, avec des bons pourcentages au tir, mais je me demande, est-ce que ça doit l'être, puisque ça fait plusieurs saisons qu'il est comme ça, est-ce que c'est vraiment le max d'un D'Angelo Russell?
C'est ça qui me frustre un petit peu parce qu'on l'avait vu très bon sur la saison à Brooklyn, oui All-Star, mais ça remonte à ça plusieurs années. Il y a le passage à Golden State qui a vraiment été compliqué. Du côté des Wolves, ils semblaient avoir trouvé un cadre, sauf qu'il y a eu l'éclosion d'Anthony Edwards, il y a eu l'arrivée de Rudy Gobert qui a fait que dans le système des Wolves, tu préfères avoir un joueur comme Mike Conley parce que ça permet de donner plus de ballons à Anthony Edwards que d'avoir un joueur comme D'Angelo Russell. Du coup, il se retrouve du côté des Lakers où il est très bon, il fait de très bonnes choses, mais encore une fois, c'est pas lui que tu notes en premier au niveau des guards du côté des Lakers. J'ai l'impression que cette année, D'Angelo Russell, c'est un peu un joueur performant, mais performant individuellement. Mais si tu l'inscris dans un collectif, bah, les Wolves ont préféré récupérer Mike Conley. Si tu le prends dans le collectif des Lakers, il fait une très bonne fin de saison régulière, mais t'as plus en souvenir Austin Reeves. Alors peut-être aussi parce qu'on est biaisé par les mêmes sur Austin Reeves. Parce que c'est une superstar, Austin Reeves aussi. C'est pas... Non, mais c'est un très bon joueur NBA. Et je pense que au-delà des mêmes. Ah non, mais moi je suis pas ironique, moi. Non, mais alors, superstar peut-être pas, mais après peut-être que Jordan Poole est une superstar chez toi aussi. Mais oui, aussi. Voilà. Mais c'est un très bon joueur NBA et c'est pas du tout une fluke season. Je pense qu'il apportera beaucoup de bonnes choses aux Lakers même l'an prochain. Mais voilà. Ouais. D'Angelo Russell, il a ce côté bon individuellement, mais si tu le prends dans le collectif, c'est jamais lui qui ressort. Et c'est ça qui me pose problème. J'ai l'impression que tu allais me dire le problème de D'Angelo Russell, c'est qu'on le connaît, quoi. Qu'on connaît les limites de son profil, quoi. Bah, c'est pas qu'on connaît les limitations parce que il est capable d'apporter de très bonnes choses sur le parquet. On l'a vu. Si tu prends encore une fois les on-off des Lakers sur la fin de saison régulière, quand D'Angelo Russell est sur le parquet, les Lakers ont un rating qui est très élevé. Alors tu joues avec LeBron James et avec Anthony Davis, ça aide bien quand même pour augmenter tes on-off et pour augmenter ton net rating. Mais faut voir, l'échantillon est quand même assez faible parce qu'il y a que 800 minutes. Mais lorsque D'Angelo Russell est sur le parquet, le net rating des Lakers est à plus 12.30, ce qui est énorme. Quand D'Angelo Russell n'est pas sur le parquet, il y a que 300 minutes, il est à -1. Donc il y a une réelle différence. Mais effectivement, on connaît les limitations du profil de D'Angelo Russell et c'est ce qui me laisse sur ma faim en me disant que ça aurait pu être mieux que ça et du coup je le pénalise. Et il y a aussi encore une fois le contexte collectif où les Wolves n'ont pas hésité à récupérer Mike Conley pour développer Anthony Edwards balle en main et les Lakers n'ont pas hésité à plus donner de ballon à Austin Reeves parce qu'Austin Reeves sur la campagne de playoff était plus valuable, apportait de meilleures choses que D'Angelo Russell. Effectivement, si on doit un peu décrire sa saison, on est sur 54 matchs à Minnesota, à 33 minutes de jeu par match, donc titulaire, etc. Il est transféré aux Lakers, il fait 17 matchs de saison régulière aux Lakers, plus 16 matchs de playoff, ce qui fait donc un peu plus d'une trentaine en tout. Et là encore, 31 minutes de jeu par match en playoff. C'est vrai qu'on reste un peu sur la mauvaise impression que les deux derniers matchs de la dernière série, il fait 20 minutes et 14 minutes contre Denver, les deux derniers matchs. Mais tu vois, le reste de la série, en fait, le reste des playoffs, il est toujours au-dessus des 26-27 minutes de jeu, voire même au-dessus des 30 la majorité, en fait, à part quelques matchs. Donc, après, effectivement, Austin Reeves a émergé un peu plus comme le créateur secondaire à la place de Russell. Et de toute façon, il y a toujours les mêmes limites. Hein. Vraiment, je le disais pas pour rire, mais pas que sur Russell. C'est qu'on le connaît aussi, quoi. Il a certaines forces qui peuvent être très bien. Notamment, il a apporté du spacing. Il a apporté un peu de création balle en main. Il a apporté... Bon, en défense, je trouve que c'était pas du tout catastrophique. D'ailleurs, ça a pu être exposé un peu parfois en playoff, mais sur la majorité du temps aux Lakers, je trouve que c'était pas catastrophique. Après, c'est vrai que on est mine de rien sur sa meilleure saison d'efficacité en carrière en fait, parce que ça n'a pas été quelqu'un qui a toujours été efficace. À la base de ça, on a un très joli 40% à 3 points sur un gros volume, donc ça aide. 50% sur le niveau des longs tirs à 2 points, ça aide aussi. Notamment, je sais plus quelle série, je crois que c'est un peu Memphis et les Warriors où son jeu sa capacité à punir les drops aussi a été assez utile sur ces fameux tirs à mi-distance, donc ça c'est bien. Le passing aussi qui a fait du bien, même si on n'est évidemment pas sur un créateur très dynamique, très élite en termes de créativité, en mouvement, etc. Donc il y a pas mal de choses finalement où il fait pas mal de bien. Le playmaking défensif aussi, où il est un peu sous-estimé. D'ailleurs, c'est là-dessus que à Minnesota, il avait été assez valuable aussi, ce côté défense loin du ballon. Donc il y a des choses très bien, mais il y a aussi les choses d'habitude oui, il va pas beaucoup lancer franc. Il est en dessous de la moyenne sur le taux de lancer franc. Il drive, il est efficace sur ses drives, mais parce que lui aussi, il est très très sélectif et que, en fait, il prend des drives que quand il y a des chemins de drive très ouverts. Donc il y a aussi ce côté ne peut pas générer beaucoup de tirs faciles et rentables au niveau du panier. N'est pas un créateur très dynamique. La défense parfois peut être problématique. Donc c'est vrai qu'il y a
En fait, pour moi, on est sur, comme je dis, le D'Angelo Russell de d'habitude, si ce n'est que cette année, il est efficace, alors que d'habitude, il ne l'était pas. Mais voilà, il y a des forces et des faiblesses, et un profil qui, du coup, est moins irremplaçable que d'autres, sans doute. Bah, t'es surtout dans un joueur qui, comme Tyler Hero, prend 1 tir sur 2 à 3 points. On est vraiment sur un très gros volume, encore une fois, à 3 points si on prend le ratio. Et ce que je reproche un petit peu à D'Angelo Russell sur cette campagne de playoffs, c'est l'irrégularité complète. Il y a un match où il peut te mettre 31 points à 12 sur 17, le match d'avant il est à 4 sur 11. Et je trouve que, pour moi, ça dit beaucoup de choses des Lakers, c'est que même avec un D'Angelo Russell qui était pas bon, il apportait suffisamment de spacing pour faire des Lakers une très bonne équipe. Et je trouve que ça dit pas mal de choses sur le besoin de spacing des Lakers, parce que même avec un D'Lo sur courant alternatif, il était quand même valuable dans cette équipe. Donc ouais, moi ce que je lui reproche, effectivement, l'efficacité, elle est très bonne sur la régulière. Il y a un petit peu de playmaking, mais il y a vraiment ce côté. C'est un bon joueur, mais sur son niveau sur son évaluation sur l'échelle du valuable, j'ai mes doutes, notamment sur le passage à Minnesota. Et c'est vraiment être en courant alternatif en playoff qui me pose des problèmes. Là où des joueurs comme Schroeder, par exemple, étaient peut-être les hauts de Dennis Schroeder en playoff étaient peut-être moins hauts que ceux de D'Angelo Russell. Je l'ai trouvé plus régulier. Et notamment dans l'impact défensif, j'ai trouvé que Dennis Schroeder avait été très bon. Donc offensivement, le problème de D'Angelo Russell, c'est que sur ces playoffs, en défense, au niveau du guard, t'avais Dennis Schroeder qui était très bon, et en attaque, t'avais Austin Reeves qui portait plus la balle que lui. Donc il s'est retrouvé un petit peu mis de côté. On n'a pas pour l'instant Dennis Schroeder dans le top 100. Toi, tu le classerais dans un classement NBA au-dessus de Russell ? Non, je le classe pas au-dessus de Russell, mais je trouve qu'en termes de valuable, de bagarre, quoi. Je trouve qu'en termes de joueurs valuable, je trouve que ça dépend des contextes, ça dépend des constructions de roster. Il y a des rosters où je préfère avoir un joueur comme D'Angelo Russell que Dennis Schroeder, mais sur des séries de playoffs, je trouve que la défense que peut apporter Dennis Schroeder peut être plus valuable que l'attaque que peut apporter D'Angelo Russell. Ouais, je vois. Même si après Schroeder, il y a aussi le côté spacing, etc. Mais je vois ce que tu veux dire. Je vois tout à fait. Et donc, niveau classement, on se projette dans quelle zone alors ? Ah là, c'est très difficile. Hein. C'est très difficile de classer D'Angelo Russell. C'est quoi ta fourchette haute où tu te dis non, à partir de là, non, quand même pas ? Je vois Anthony Simons, en fait. C'est ça qui me... 56. C'est là où je commence à réfléchir. Après, est-ce que je le mets devant... Pour moi, je le mets devant DeAndre Hunter, de par le profil. Je le mets devant potentiellement Quentin Grimes. Disons, ouais, la fourchette haute, c'est Quickley à 51. Vraiment, au-dessus, je pense. Je peux pas le mettre devant Grant Williams. Je peux pas le mettre devant Zubac. Pas devant McDaniels. Est-il un meilleur joueur que Russell Westbrook ? C'est la question. Ouais, je le mettrais entre 54 et 57. Je le mets entre Westbrook et Bogdan Bogdanovic, je pense. J'avoue que ta première fourchette m'allait plus, vers Quickley. vers Quickley. Après, Westbrook, c'est un peu particulier parce que, comme on disait dans l'épisode avec Westbrook, pour moi, le Westbrook des Lakers n'est pas dans le classement. Et le Westbrook des Clippers, si tu le fais x5 sur toute la saison, il est au niveau de Jaylen Brown et tout ça, quoi. Donc, Westbrook, à la limite, il faut le mettre entre parenthèses. C'est vrai que... Moi, je le mets au-dessus, je mets D'Angelo Russell au-dessus d'Anthony Simons, par exemple. Oui, ça, pour moi, ouais, effectivement, c'était un peu un... Mais vis-à-vis de Quickley, je réfléchis, parce qu'il y a un impact... Alors, il n'y a pas... Emmanuel Quickley est moins efficace au tir. D'Angelo Russell est un meilleur playmaker, mais il y a quand même le côté accélérateur de particules qu'a pu avoir Emmanuel Quickley tout au long de la saison, de dynamiser le banc des Knicks, plus l'aspect défensif. Pour moi, ouais, il peut être au niveau de Quickley. Il peut être entre Quickley et Quentin Grimes. Ok, ça me va. Mettons-le là. Je te suis. Ok, ça marche. Très bien, et donc petit quiz pour finir. Nous sommes en tout début de saison, nous sommes le 19 octobre 2022. C'est contre OKC, un layup ça. Clutch, exactement. Un layup clutch contre OKC en contre-attaque entre 2 ou 3 défenseurs. Est-ce que tu t'en souviens de ce layup très clutch en contre-attaque ? Il doit y avoir beaucoup. Exactement, il y a Pokuševski. Du coup, il y a Guidi chez Dort. Oui, tout à fait. Le 5e, serait-ce Darius Bazley ? Non. Kenrich ? Non, c'est un intérieur qui depuis, je crois, a été coupé. Omo Rui ? Exactement, c'est Omo Rui qui est sur le terrain, tout à fait. Qui est aux Pistons, qui a été récupéré par les Pistons en cours de saison d'ailleurs.
Ah ben voilà. Mais il y a que toi qui aurais pu trouver Omorui, je pense. Ah, Eugene, ce bon vieux Eugene Omorui. C'était le premier match de la saison, c'est pour ça que je m'en rappelle. Il y avait eu 2-3 briques envoyées par Poku dans le clutch. C'était compliqué. Mais après, alors du coup, le 5 présent sur le parquet côté Wolves, il doit y avoir 4 Gobert, je pense. Oui, tout à fait. Il y a D'Angelo Russell, il doit y avoir Anthony Edwards. Oui. Et il doit y avoir l'un de mes joueurs favoris, Jaden McDaniels, je pense. Exactement. Tu vois, quiz très facile, très classique. Et donc on avance sur Brandon Ingram. Ingram, 4e joueur du jour, 34 minutes de jeu par match, 45 matchs pour Ingram, 100 de true shooting plus, donc pile au niveau moyen d'efficacité de NBA sur 31% de usage, donc gros volume pour le coup. Ingram, je te lance très simplement, que penser de Brandon Ingram en 2023 ? Quelle progression. Moi, je trouve le premier mot que j'ai envie de dire lorsqu'on parle de la saison de Brandon Ingram, c'est quelle progression. Alors, il y a un facteur qui est un peu pénalisant, c'est qu'il n'a joué que 45 matchs, donc à peine plus qu'une demi-saison. Mais là, pour le coup, lorsqu'on évoque la saison de Brandon Ingram, c'était un joueur que j'avais déjà classé dans mon DH20 l'an dernier. Alors, un peu parce que mon DH20 l'an dernier était quand même une catastrophe. Mais je trouvais que sa série de playoffs contre les Suns avait été excellente. Il avait vraiment été très bon. Il y a eu le début de saison de Brandon Ingram où avec le retour de Zion Williamson, il a eu un peu de mal à s'adapter. Il n'était pas forcément dans le moule. En tout cas, en termes d'usage, il était très efficace. Il était à 57 de true shooting. J'ai pas son true shooting plus, mais il devait être dans ces eaux-là. Mais il prenait assez peu de lancers. Il y avait vraiment Zion qui était le clair leader de cette équipe des Pels. Brandon Ingram se blesse à l'orteil. Il reste blessé très longtemps à l'orteil. Il y a eu tout un problème au niveau du staff des Pélicans. Peut-être qu'on l'a même fait revenir un peu trop tard et qu'il était prêt bien avant son retour réel des parquets. Il y a la blessure de Zion et à partir de là, Brandon Ingram a complètement changé de dimension. Le premier point que j'ai envie de souligner, c'est sa progression en termes de playmaking où il est passé d'un joueur correct au playmaking pour un ailier à un vrai playmaker capable de faire des belles lectures, capable de trouver des joueurs dans le corner, capable de faire du pick and roll avec Jonas Valanciunas. Enfin, je l'ai vraiment trouvé très intéressant. Et pour moi, Brandon Ingram, c'est un joueur qui va au-delà des stats, ou son impact va au-delà des stats, parce que quand on regarde ses statistiques, on fait oui, bon, il était en 24 points, 5 rebonds, 6 passes, à 100 de true shooting plus, mais il faut vraiment avoir vu l'animation offensive des Pels à partir du moment où Zion se blesse pour comprendre que Brandon Ingram était l'animation offensive des Pels, puisque CJ McCollum est vraiment pas bon cette année, il est blessé, il est inefficace au tir. En fait, Brandon Ingram s'est retrouvé avec toute la création offensive, que ce soit individuelle ou collective de ces Pels. Il a dû servir du Trey Murphy, il a dû servir du Jonas Valanciunas, et il s'est retrouvé très souvent doublé, il s'est retrouvé très souvent triplé, blitzé, enfin tout ce qu'on veut. Et les statistiques pour moi ne rendent pas hommage à la saison de Brandon Ingram et à la qualité du joueur. Il a été très efficace, c'est l'un des joueurs qui prend le plus de pull-up à mi-distance tout en étant efficace. Donc oui, il s'est transformé un petit peu en cette espèce d'initiateur à très gros volume, très gros usage. On peut même dire sur la fin de saison que le jeu des Pels était complètement héliocentrique autour de Brandon Ingram. Donc ouais, pour moi, saison d'Ingram très très bonne, même si paradoxalement, c'est le moment où les Pels ont commencé à chuter au classement que Brandon Ingram est devenu très fort. C'est ça qui m'embête un peu. Mais c'est enfin le moment où il y a la blessure de Zion, au moment où Zion se blesse, les Pels sont classés très haut, mais les Pels enchaînent 9 ou 10 défaites de suite. Mais pour moi, c'est pas de la faute de Brandon Ingram. Je trouvais qu'il y avait d'autres facteurs qui pouvaient être bien plus pénalisants, mais effectivement, énorme seconde partie de saison. Et s'il y a bien un joueur des Pels auquel tu peux pas reprocher quelque chose, c'est bien Brandon Ingram. J'avoue que j'avais noté sur ma feuille Go-To-Guy un peu par défaut, mais t'as une lecture beaucoup plus positive alors, c'est ça ? Oui, parce que un peu par défaut avec la blessure de Zion, bien sûr, mais je trouve que si ton Go-To-Guy par défaut c'est Brandon Ingram, t'es quand même plutôt bien, je trouve. Tu fais le play-in, quoi. Voilà, même au-delà de ça, je trouve. En fait, tout le truc des Pels, c'est que à partir du moment où il y a eu la blessure la blessure de Zion, pardon, McCollum a pas du tout pris le relais. Il y a eu une réelle problématique entre Herb Jones et Trey Murphy
de savoir lequel des deux tu mets en tant que titulaire, lequel des deux tu valorises plus. Est-ce que tu valorises la défense d'Herb Jones ou est-ce que tu valorises le côté spacing et finisseur en catch and shoot de Trey Murphy? Enfin voilà, je trouve que peut-être le go-to guy par défaut, mais lui, en tout cas, il a rempli pour moi les critères de go-to guy. Le match du play-in qui est perdu contre le Thunder, il est énorme. Il force rien en première mi-temps. Il est justement dans cet aspect un peu de playmaking. Le dernier match de la saison régulière face aux Pels, face aux Wolves, pardon, il est exceptionnel. Il met 42 points. Il est à 12 rebonds, 7 passes. Voilà, je trouvais que c'était un joueur, qui a fait beaucoup de choses bien. Mais malheureusement, collectivement, les résultats ne lui ont pas rendu justice à ce qu'il a pu faire. Moi, je crois que je suis un peu obligé de commencer en me disant qu'il y a un phénomène paranormal, enfin pas si paranormal que ça en tout cas, mais un phénomène bizarre avec Ingram, c'est au niveau de son jump shot, en fait. Et c'est marrant parce que ça se voit directement au niveau de son efficacité générale. Hein. Si tu regardes le True Shooting Plus, ça varie pas mal. Mais en fait, quand tu creuses, tu te rends compte que c'est pas tant qu'il évolue dans le jeu. Enfin, il y a des changements hein, petit à petit au fur et à mesure des années, mais c'est pas vraiment ça qui fait toujours pencher la balance d'un côté ou de l'autre vers le positif au-dessus de la moyenne ou vers le négatif en dessous de la moyenne. C'est surtout le jump shot, en fait. Et en fait, il y a une variation qui est assez énorme parce que donc, cette année à 3 points, 39%. Ok, c'est très très bon, 39% à 3 points. L'an dernier, 33%, bien en dessous de la moyenne. L'année d'avant, 38%. C'est très bien. 39% aussi en 2020. Ok, donc on a eu 2 années d'affilée où c'était bien. 2019, 33%. De nouveau, pas très bon et en dessous de la moyenne. L'année d'encore avant, en 2018, 39%. L'année d'encore avant, son année rookie, 29%. Donc il y a ce phénomène le 3 points varie beaucoup finalement chez Brandon Ingram et je sais pas trop comment l'expliquer. Je sais qu'à l'époque, j'avais fait une étude un peu détaillée, stats et de son jeu à l'époque de son MIP en 2020. Et en fait, la plus grande différence, c'était pas tant que Ingram était devenu meilleur dans le jeu. Il prenait le même pourcentage de tirs de création, isolation, pick and roll, etc. Il était tout aussi efficace qu'aux Lakers, mais il shootait bien à 3 points. Son arrivée aux Pelicans, donc ça avait un peu boosté l'efficacité générale. Donc il y a un peu ce truc que je ne sais pas trop expliquer avec Ingram du 3 points qui certaines années rentre très très bien à un niveau excellent et d'autres années c'est pas juste qu'il en manque d'efficacité, c'est qu'il est bien en dessous de la moyenne, donc c'est un peu bizarre. Je pense que ce sera à suivre tout le long de sa carrière, mais c'est vrai qu'un point qui peut être intéressant et même primordial sur le classement d'Ingram, c'est à quel point est-ce qu'on juge son passing bon, à mon avis, parce que le scoring on va pouvoir détailler, mais on est sur un profil de peut-être pas bad shot maker non plus, mais en tout cas un profil qui est très axé mi-distance. 61% de ses tirs sont pris dans la mi-distance, que ce soit sur le short mid ou les longs tirs à 2 points, et il est plutôt pas mal, mais globalement il a pas un profil de tir très hyper rentable, on va dire, en soi, mais c'est vrai que le point central, ça peut être à quel point est-ce qu'on le juge en tant que passeur, et toi tu as l'air de dire c'est tout de même un passeur et un créateur de bon niveau. Ouais, moi je trouve que vraiment sur la seconde partie de saison, post All-Star Break où il est à 7 passes de moyenne. Alors oui, c'est que un post All-Star Break, mais je trouve que l'échantillon a vraiment été très bon. Je l'ai trouvé assez polyvalent en fait dans sa création, c'est que il pouvait faire du pick and roll avec Valanciunas, il pouvait servir Trey Murphy qui sortait d'un écran, il pouvait servir Herb Jones qui venait cutter. Donc ouais, en fait c'est un truc où j'ai du mal à m'expliquer, tu vois, tu as du mal à t'expliquer le tir fluctuant. Moi, j'ai du mal à m'expliquer comment Brandon Ingram, dans l'espace de 3 semaines, est devenu un playmaker aussi bon. Et c'est ça où je vois pas, en fait, les pistes. Il était déjà un peu bon en création sur le début de saison, mais je sais pas, il est passé vraiment d'un créateur, correct à un bon créateur. Alors, c'est pas non plus un créateur d'élite, mais si tu le compares aux joueurs de son poste, à savoir poste 3, voire même poste 4, je le trouve largement au-dessus de la moyenne, voire même peut-être parmi les plus gros. Par exemple, je vais prendre un exemple tout bête, mais pour moi, il y a clairement aucune différence. Enfin, il y a aucun débat sur le playmaking, par exemple, de Brandon Ingram et celui de Jason Tatum. Celui de Brandon Ingram, je trouve bien meilleur que celui de Tatum. Alors bon, Tatum n'est pas un playmaker de génie non plus, mais dans ces eaux-là, dans ces superstars, on va dire, dans ce range de déliés de très gros talent à très gros usage, Brandon Ingram, pour moi, est parmi les meilleurs créateurs. Si tu devais citer des passeurs qui ont un niveau similaire au sien, par exemple, tu penserais à qui ? C'est difficile. On est d'accord que c'est pas Chapoin, Doncic et tout ça. Déjà, on est d'accord. Non, bien sûr. Non, je le compare pas à ces playmakers de génie. Je pense que il est dans un niveau où
Est-ce que Paul George, par exemple, tu pensais au-dessus, en dessous? En dessous. Je pense que le playmaking de Brandon Ingram est meilleur que celui de Paul George, par exemple. D'accord, ok. C'est un exemple. Pour moi, il est au niveau d'un Butler, hein, franchement. Hein. Niveau de playmaking d'un Jimmy Butler. Dans ces eaux-là, c'est-à-dire au-dessus de Jason Tatum. Si je compare vraiment juste aux joueurs DH20 ou pas loin du DH20, ouais, il est dans ce range-là pour moi. Bah alors, c'est vrai que moi, une des raisons pour laquelle j'ai toujours aimé Ingram, c'était un peu ses flashs à la passe. Mais c'est vrai que malheureusement, ça restait un peu toujours que des flashs. J'avais maté et décortiqué énormément de matchs de sa dernière année aux Lakers. Et j'avais réussi à en faire une plutôt bonne compilation de très bonnes lectures, de passes par-dessus la défense, de trucs comme ça. Mais en effet, on n'était pas sur un échantillon qui était si grand que ça. Et peut-être que la différence, c'est que cette année, il a 25 ans, on lui a donné les rênes, et peut-être que la différence, c'est qu'effectivement, ses flashs, il en a fait plus une régularité de son jeu. Pardon. C'est peut-être ça, effectivement, la différence, et qui va lui faire gagner des points. Après, c'est vrai que moi, j'avoue que je sais pas à quel point j'ai un biais en fait avec Ingram que j'adorais au moment de la fac et qui peut avoir toujours un côté potentiel maximum très grand parce que il est extrêmement grand, extrêmement long, donc il y aurait moyen de faire un peu plus. Par le passé, j'en ai parlé comme un Giannis du pauvre potentiellement, tu sais, avec ce côté peut être dévastateur sur drive avec ses d'immenses mensurations, peut être redoutable en défense. Je sais pas à quel point j'ai un biais de déception aussi sur ce côté. Il y arrive pas quoi. Il est même loin de ce côté redoutable sur drive, implacable même sur drive, voire même dominant défensivement. Tiens, je peux te lancer aussi d'ailleurs sur la défense. Qu'est-ce qu'on en pense de la défense de Ingram? On en pense que c'est pas exceptionnel, mais quand tu as un volume aussi élevé, c'est toujours difficile d'être un bon défenseur quand tu as de telles responsabilités de l'autre côté du terrain. Surtout que les Pels, avec Herb Jones, avaient un joueur qu'ils envoyaient systématiquement sur le meilleur défenseur adverse. Ouais. Donc c'est difficile d'évaluer la défense quand dès qu'il y avait un ailier, dès qu'il y avait un arrière de talent, c'était Herb Jones qui était envoyé en attaque. Donc Brandon Ingram, de par ses mensurations, de par sa taille, c'est difficile de le cibler en défense. En termes d'investissement, on peut pas dire que il n'était pas, par exemple, encore une fois, pour le comparer, le niveau défensif de Brandon Ingram n'est pas du tout le niveau défensif d'un Jason Tatum, par exemple. Mais sur le côté, ouais, effectivement, défensivement, c'est difficile de le juger parce que c'est surtout du second rideau, c'est surtout de l'aide, parce qu'il y avait Herb Jones qui défendait très fort, et même parfois, ou souvent, le deuxième défenseur qui était envoyé lorsque Herb Jones était sur le banc, c'était du Jason Richardson, n'importe quoi, du Josh Richardson, ou c'était potentiellement du Trey Murphy. Donc Brandon Ingram c'est très rarement retrouvé à défendre le point of attack. Il faut plus le juger sur de la défense off-ball. Et à ce niveau-là, j'ai du mal vraiment à le pénaliser, même si c'était pas exceptionnel défensivement. J'ai du mal à le pénaliser sur de la défense off-ball. J'avoue que sur la défense off-ball, justement, c'est un peu là où je suis un peu sur ma faim. Pour le coup, je pense qu'il pourrait faire mieux, mais à quel point aussi c'est pas une question de biais, de déception, parce que justement, il est grand et il pourrait impacter beaucoup plus, mais j'avoue que ou alors on peut le formuler autrement, il y aura encore pas mal de valeur à gratter de ce côté-là. Il peut encore vachement progresser et prendre de la valeur si il augmentait son volume défensif, donc à suivre évidemment. Et donc, niveau classement, tu me dis, est-ce que tu as encore des choses à dire ou est-ce qu'on va vers le classement? Vers où est-ce qu'on va? Non, on peut aller au niveau du classement. C'est très difficile parce que est-ce que j'assume mon biais ou est-ce que je n'assume pas mon biais pour Brandon Ingram? Ça, c'est tu peux l'assumer et moi je m'ajusterai en fonction. Hein, je peux. Moi, personnellement, je vois Paul George, je vois Brandon Ingram. En fait, ce qui me pose problème, c'est je peux pas le mettre devant Tyrese Haliburton, je peux pas le mettre devant potentiellement Fox, Ouais. mais par contre, je peux le mettre devant Paul George et je peux le mettre devant Rudy Gobert. Donc fourchette haute, même devant Trae Young, je réfléchis parce que j'ai beaucoup de réserves sur Trae Young. Après voilà, énorme moteur, mais ouais, pour moi ça, il est entre 13 et 18. Je peux pas le mettre en dessous de Bradley Beal et de Jalen Brown. Ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord, et même moi je le mettais au-dessus de Jamal Murray. Ça, si ça te va. On peut le mettre par là. J'avoue que j'ai du mal à le faire dépasser Haliburton et Fox, comme tu dis. Mais après, il y a le cas Gobert et Paul George. Tu vois, même Jaren Jackson Jr., de par mon prisme des porteurs de balles, je mets Ingram tous les jours devant Jackson Jr. Après, ça, effectivement, c'est une question de philosophie, comme on dit tout à l'heure, et voire même de reclassement, si d'autres appuient dans ton sens sur Gobert et Jaren Jackson et tout ça. Mais
on est d'accord qu'a priori, si on parle vraiment des porteurs de balles et des créateurs, a priori, on va pas trop dépasser Fox et on est quand même au-dessus de Zach LaVine, DeRozan, Bradley Beal et Jaylen Brown, quoi. Oui. Même si pour ceux qui ont vu mon DH20, Jaylen Brown est devant Brandon Ingram. Mais alors, argumente, vas-y. Parce qu'en fait, le truc de Jaylen Brown, c'est qu'on taxe beaucoup Jaylen Brown, mais c'est le joueur depuis sa draft qui a joué le plus de matchs de playoff. Et je trouve que il y a beaucoup de limitations sur le jeu de Jaylen Brown. Il y a le dribble, il y a le playmaking, etc. Mais les limitations de Jaylen Brown ont été vues parce que l'échantillon de playoff est monstrueux. Là où un joueur comme Brandon Ingram ou un joueur comme Zach LaVine, parce qu'il commence à y avoir des débats sur Zach LaVine et Jaylen Brown, je trouve que ce sont des joueurs qui ont peu joué en playoff, donc tu as peu vu les limitations. Alors que Jaylen Brown, il s'est retrouvé contre les meilleures équipes NBA, donc les limitations étaient plus facilement visibles. Ok. Justement, moi, j'étais un peu Zach LaVine à la base, un peu dans cette zone-là. Je roule l'idée aussi. Mais ça me va de le mettre devant Bradley Beal, Jamal Murray. Si ça Même Garland. Non, Garland, je peux pas. Quoique, on verra. Ouais. Mais ouais, moi je le mettrais devant Paul George. Je trouve que à l'heure actuelle, Brandon Ingram est un meilleur joueur. Ou alors on reclassera Paul George alors. Effectivement, on pourra aussi faire ça. Ouais. On pourra aussi reclasser Paul George. Paul George et Gobert peut-être, mais ouais. Pour moi c'est deux. Peut-être pas Fox, non. Mais du coup je mettrais Fox plus haut en redéclassant un petit peu vers le bas Paul George et Gobert. Ok. Ça marche. Et donc petit quiz pour finir. Nous sommes le 4 novembre 2022, encore un peu en début d'année. C'était un buzzer beater à la fin du 3e quart-temps, un fadeaway sur pull-up à 3 points assez spectaculaire. C'est contre les Warriors. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain au moment de ce match assez peu spectaculaire tout de même? Attends, c'est contre les Warriors. Est-ce que c'est le moment où ils sont tous blessés? Exactement. Alors là, il faut citer tous les mecs... Alors, il doit y avoir Jordan Poole il doit y avoir Jordan Poole et Kevin Looney puisqu'ils ont joué les 82 matchs. Les deux ne sont pas sur le terrain au moment de tir. Ils sont pas sur le terrain. Alors là, y a-t-il Jonathan Kuminga et Moses Moody? Tout à fait, les deux sont là. Bon. Y a-t-il la légende du Thunder, Ty Jerome? Exactement, Ty Jerome est là. Alors du coup, ça fait 3 côté Warriors. Y a-t-il la légende des Rockets, Anthony Lamb? Non, il n'est pas sur le terrain. Il joue ce match, mais il n'est pas sur le terrain. Il n'est pas sur le terrain, alors... On a une légende des Nuggets. Ah, Jean-Michel Vert. Exactement. Jamichael Green est là. Tout à fait. Jamichael Green. Et alors après, s'il n'y a pas Kuminga... C'est un rookie shooter. Patrick Baldwin. Exactement, Patrick Baldwin, ouais. Tout à fait. Donc là, j'ai les 5 du côté de Golden State, je crois. Alors du côté des Pels, y a-t-il... Alvarado, je sais pas. Oui, Alvarado. il est là, Alvarado. J'essaye de voir parce que c'est fin de 3e quart-temps, donc c'est plutôt les bancs. Y a-t-il Larry Nance? Il est là, en effet. Alors, y a-t-il Trey Murphy? Il est là, lui aussi. Donc j'en ai 4, il me manque le dernier. Quel profil ils auraient pu mettre? Y a-t-il McCollum? Non. Y a pas McCollum. Alors, plutôt intérieur ou extérieur? Plutôt intérieur, oui. Plutôt branché certains sites, plutôt. Zion. Exactement. Oui, d'accord, oui. Effectivement. Exactement, Zion Williamson. Et donc on finit avec le gros joueur du jour, bien entendu, Damian Lillard. 36 minutes par match sur 58 matchs, mine de rien, il a pas mal joué avec Portland cette année. 111 de true shooting plus, donc plus 11% par rapport à la moyenne d'efficacité. Sur 34% d'usage, du gros volume, là encore, énorme volume d'utilisation. On est sur vraiment une saison d'élite dans le marasme de Portland en fait. On est sur une saison d'élite offensivement. C'est ma première réticence sur Damian Lillard, c'est que oui, la saison de Damian Lillard, c'est... que dire ? Hormis le fait que c'était exceptionnel, 49% de réussite sur les mid-range, 37% de réussite à 3 points en prenant 8 pull-ups par match, c'est n'importe quoi. 66% des tirs de Damian Lillard à 3 points sont un pull-up.
Près du cercle, il est à 63%. Création pour les autres, il a été très bon. Enfin, c'est Damien Lillard, hein, globalement. Sur pick and roll, il est vraiment excellent. Il n'y a pas grand-chose à dire sur Damien Lillard. C'est que l'an dernier, il nous avait un peu déçus parce qu'il avait vraiment chuté en termes d'efficacité avant d'être mis sur le carreau pour la fin de saison. Mais il avait joué que 29 matchs, mais 29 matchs en termes d'efficacité, il était vraiment pas très bon. Et là, il a fait une saison qui est peut-être l'une de ses meilleures saisons en carrière. Alors, Damien Lillard, des très bonnes saisons en carrière, en régulière, il les enchaîne. Mais là, cette année, il était à un niveau au-dessus. Il a vraiment porté l'attaque de Portland durant toute la saison. C'était lui qui était vraiment l'indicateur de la bonne santé de Portland. On peut parler d'Anthony Simons, on peut parler de Jeremy Grant, mais c'était vraiment à quel niveau joue Damien Lillard et jusqu'où il peut emmener Portland. Bon, il a pas emmené Portland très très loin pour d'autres facteurs, mais effectivement, offensivement, t'es peut-être t'es sûrement même sur l'un des 5 meilleurs joueurs offensifs de la saison régulière l'an dernier, peut-être même un des 3, très honnêtement. Il y a peut-être Nikola Jokic, tu peux voir avec Stephen Curry, dans un autre registre, tu peux parler de la saison de Joel Embiid, mais en termes juste si tu prends efficacité plus playmaking, il est clairement il y a Luka Doncic bien évidemment, mais si tu prends efficacité plus playmaking, il est dans le top 3, top 5, donc offensivement, il a fait une énorme saison, c'est la saison où il va le plus sur la ligne des lancers aussi, puisqu'il est quasiment à 10 lancers francs tentés par match, donc ouais, offensivement, saison exceptionnelle de Damien Lillard, malheureusement pas suivi non plus par les résultats collectifs. Oui, qu'on ne peut pas trop lui amputer, à mon avis, hein, parce que c'est pas lui qui choisit ses coéquipiers. Mais en effet, je trouve qu'on est sur le meilleur Lillard en carrière, hein, pour moi. On est dans la 3, 4e, 5e année de son prime, vraiment gros prime, depuis 2019, on va dire. Mais on est pour moi, on est vraiment sur le meilleur Lillard en carrière parce qu'on est pile au bon croisement des chemins, si je puis dire. C'est-à-dire que il a toujours l'efficacité sur jump shot, etc. Et de l'autre côté, il a aussi vachement progressé en termes de drive et de finition au panier, qui n'était pas forcément sa force en début de carrière. Mais voilà, on est sur quelqu'un qui est toujours évidemment un joueur de pull-up fantastique, qui est devenu élite sur drive et qui est encore assez jeune, qui commence pas non plus à vieillir et donc à perdre d'explosivité ou de vivacité. Et même pour dire, il est à 16 drives par match cette année. 16 par match, c'est énorme. Et sur les gros drivers, donc plus de 10 par match, il est tout simplement premier au niveau de l'efficacité. Premier de toute la NBA sur les gros drivers les plus productifs. Alors, layup plus lancer franc, c'est la productivité totale. Mais donc, il est devant la productivité de Luka Doncic sur drive, ce qui est tout de même un plutôt bon indicateur. C'est les pourcentages au lancer, ça. Ouais. Les pourcentages au lancer qui jouent. Il y en a un à 90 et l'autre à 77. J'ai pas exactement le pourcentage de Luka, mais effectivement, mais t'as raison de parler de son efficacité près du cercle, puisque si on regarde les précédentes années, de 17-18, il est déjà All-Star. Hein. Je me demande s'il est pas déjà All-NBA. Il est à 54% au cercle. 2018-2019, il est à 55%. Et là, cette année, c'est sa meilleure saison en termes de pourcentage de réussite près du cercle. Il est à 63%. Donc énorme saison de Damien Lillard. Et effectivement, on sous-estime un petit peu comme Stephen Curry. Et on est très obnubilé par le tir, et par la gravité et par le tir extérieur et le 3 points qu'ont ces joueurs-là. Mais c'est sous-estimer leur qualité de finisseur près du cercle. Et c'est ça qui rend en partie ces joueurs-là très efficaces. C'est que oui, il y a le pull-up à 3 points. Oui, ils sont capables de faire ficelle sur des tirs depuis 10 mètres. Et il y a aussi l'efficacité et l'échantillon près du cercle. Oui, et puis Lillard a aussi quelque chose que Curry n'a jamais eu, c'est le premier pas. Vraiment le démarrage rapide, ça il a toujours eu Lillard, mais par contre il avait au niveau de la finition, c'est vrai que ça laissait un peu à désirer dans ses jeunes années, et là on est encore, comme je dis, au bon croisement des chemins où il est encore assez jeune pour avoir l'explosivité au démarrage, et en plus il a amélioré la finition, donc ça se concorde assez bien avec, en plus tu disais aussi les lancers francs méga productifs, et comme il l'aimait, c'est des points ultra rentables à rajouter à tout ça. D'ailleurs, le taux de lancer franc, 174 au free throw rate plus, donc assez énormissime. Bon, on est en dessous de Edgy, hein, je t'entends déjà le dire, mais... Ah non, mais enfin, le free throw rate de Lillard, cette année, il est à 0.46, 0.4. Alors, le free throw rate, c'est le ratio pour un tir, combien tu as de lancers. Donc, pour un tir tenté, Damien Lillard a 0.46, 0.4 lancés. Donc globalement, on est sur, pour 2 tirs tentés, il a 1 lancé, ce qui est mais largement au-dessus de n'importe quelle année de Damien Lillard. Son année la plus élevée en three-throw rate, hormis cette année, c'était la 2019-2020, il était à 0.38, 0.4. Donc il y a 8 points d'écart
entre entre Lillard cette année et le Lillard de l'an passé. Donc il y a vraiment une grosse différence. Il a été très bon pour provoquer des fautes cette saison et pour les mettre à un pourcentage de réussite très élevé. Et puis évidemment, bon, le passing, on n'est pas sur un chapeau 1, je pense pas en termes de créativité ou quoi, mais on est sur un très bon passeur aussi, qui d'ailleurs en profite pas mal des décalages qu'il crée en tant que scoreur pour débloquer le passing. Le 3 points, on n'est que entre guillemets à 37%, alors que en vrai c'est un des shooters d'élite de NBA, un des 2 ou 3 meilleurs shooters de NBA, mais même si l'efficacité est peut-être un peu moins impressionnante que d'autres années, il y a toujours cette gravité et cette dangerosité à garder en tête. Donc on a vraiment un combo de quelqu'un qui est encore explosif, qui va au panier avec la meilleure finition de NBA, ou pas loin, en tout cas la meilleure productivité globale, qui est toujours un des 2 ou 3 meilleurs jump shooters aussi. Ça fait quand même un package assez très intéressant, comme tu dis, je pense top 3 ou 4 attaquants de NBA. Après, à quel point toi tu avais l'air de dire aussi que la défense le tire vers le bas? Oui, parce que alors effectivement, il a pas le roster. J'ajouterais juste un petit truc sur son playmaking, c'est vraiment le Nurkic qui pose un écran et Lillard qui part sur sa droite, c'est un truc où c'est zone de danger. Tu te demandes ce qu'il va être capable de faire. Enfin vraiment, c'est une action que j'ai en tête qui a été fait je ne sais pas combien de fois du côté de Portland ces dernières années, où c'est vraiment ça ouvre tout le jeu pour Damian Lillard. Il peut pull-up à 3 points, il peut servir. Enfin c'est vraiment sur ce playmaking là, c'est vraiment la zone de danger pour Lillard. Après défensivement, moi j'ai de très grosses réserves parce que si on va regarder du côté de chez Basketball Index le Defensive LeBron qui permet de mesurer, alors c'est toujours très difficile de mesurer l'impact individuel défensif d'un joueur, mais qui permet de mesurer l'impact défensif des joueurs cette année. Parmi les joueurs qui ont joué plus de 2000 minutes en termes de Defensive LeBron, Damian Lillard est avant-dernier. Il y a que Doug McDermott qui a un Defensive LeBron plus bas. Même un joueur comme Trae Young a un meilleur Defensive LeBron, et c'est ça qui me pose problème, c'est que l'attaque de Portland la défense de Portland a fait illusion sur les 2 premières semaines de saison régulière parce qu'ils ont joué de la zone, et lorsque les équipes ont commencé à comprendre comment attaquer la zone de Portland, c'était terminé, la défense de Portland s'est effondrée. C'est difficile de bien défendre, d'être un bon défenseur quand tu as un joueur comme Anthony Simons, mais je trouve que Damian Lillard n'est pas exempt de tout reproche défensivement, loin de là. Alors il a peut-être pas c'est pas l'un des pires défenseurs NBA en termes de qualité physique, mais je trouve qu'en termes d'investissement, c'est difficile de lui reprocher parce qu'il avait un volume tel que tu peux pas être Patrick Beverley ou Alex Caruso en termes d'intensité défensive quand tu es à plus de 35% d'usage sur le parquet, mais il est pas il est pas complètement irresponsable de la défense de Portland qui était vraiment catastrophique cette année. Et ce qui me pose d'autant plus problème, c'est que ça fait plusieurs années que la défense de Portland est catastrophique. C'est pas que de sa faute, mais elle est vraiment très mauvaise. Après, si je dois juste mettre un peu d'eau dans mon vin, parce que je vais certainement pas parler de Lillard dans le DH20, la défense de Damian Lillard en playoff n'a jamais posé problème. Voilà. Oui. Mais défensivement, je trouve quand même que il est pas étranger à la défense très mauvaise de Portland cette saison. En plus, tu parlais du niveau d'engagement. Là, il est encore pire, hein, parce qu'il s'est carrément désengagé, et pas que de la défense, de la franchise entière. Là, il demande, il demande à partir. Donc, effectivement, on peut le mettre à son discrédit. Non, mais je suis assez d'accord. Hein. Je pense qu'on est sur un défenseur assez négatif, qui d'ailleurs n'a pas forcément la réputation, comme tu disais, de certains autres, mais qui est tout de même assez négatif. Les stats de LeBron, effectivement, je te rejoins, même si on les prend pas au pied de la lettre, mais ça reste un très bon indicateur, je pense, d'un point de vue général. Même si, comme tu dis, quand on arrive sur des séries de playoffs, ça n'a jamais été quelqu'un avec qui il y a autant de compromis qu'avec d'autres. Peut-être on peut le formuler comme ça. Donc en fait, à voir. Vas-y. Le truc aussi qui sur la défense de Damian Lillard en playoffs, c'est que les adversaires que Lillard a pu affronter en playoffs n'ont jamais eu réellement le matériel pour appuyer sur son manque de défense. Oui. Hormis quand ils se font, il y a les Blazers se font sweeper 2 fois par les Warriors 2017 et 2019. Hormis 2019 où t'as un joueur comme Stephen Curry, tu vois, les Nuggets sans Jamal Murray, ils pouvaient pas appuyer sur en 2021 qui est la dernière série de playoffs jouée par Damian Lillard. Les Nuggets en 2021 n'avaient pas le personnel en termes de guard play pour appuyer sur les lacunes défensives de Damian Lillard. Et tu penses que SGA, décalé en poste 2 défensivement, ça peut coller ou pas? Il est déjà poste 2 défensivement. C'est vrai. Mais effectivement, un joueur comme Shai Gilgeous-Alexander, par exemple, est beaucoup plus concerné, beaucoup plus investi défensivement, beaucoup plus engagé sur les lignes de passe, là où Lillard, vraiment la défense sur pick and roll de Lillard,
cette année, c'était vraiment très compliqué. Et donc, classement, où est-ce qu'on va? Jusqu'où on va? C'est difficile, hein. C'est difficile de classer Damian Lillard. Bon, 1, bien sûr, non. 2, pour moi, non. 3e, Kevin Durant, non plus. Jimmy Butler, en termes de qualité individuelle, peut-être que Lillard, on le verra, hein, peut-être, on le verra peut-être l'an prochain du côté du Heat qui sera le meilleur joueur, mais Jimmy Butler est quand même individuellement peut-être un moins bon joueur, mais c'est un joueur qui emmène sa franchise deux années, 2 fois en finale NBA sur les 4 dernières années, ce qui est pas le cas de Damian Lillard. Je le mets en dessous de Tatum, je pense, ou je le mets 6 ou 7. Soit devant, soit en dessous de Jason Tatum. Je garde Kawhi Leonard au-dessus. Pour moi, il commence à se bagarrer avec Jason Tatum, et dans mon DH20, il est en dessous de Jason Tatum, et il est même en dessous d'Anthony Davis, ce qui est peut-être mon regret. J'aurais dû mettre Lillard devant Anthony Davis. Il est 6e ou 7e chez moi. Ok. J'avoue que j'étais plus haut. Parce que tu vois, on l'a dit avec Lillard, on peut pas lui mettre à son discrédit les mauvaises performances de son équipe. Pour Butler ou pour d'autres, on peut aussi dire que ok, il l'amène en finale, mais parce que l'équipe est bonne aussi, quoi. Donc c'est pas que de son fait, je veux dire. Ouais, mais enfin Butler, il fait quand même des campagnes de playoffs qui sont exceptionnelles aussi. Donc je pense que individuellement, si tu prends juste le niveau individuel de Damian Lillard, il est 4e. Il est en dessous de Kevin Durant, je pense. Moi, j'allais jusqu'à 2, hein, clairement. J'allais jusqu'à 2 en fourchette haute. Je peux pas le mettre devant Kevin Durant. Personnellement. Non, mais enfin, je suis peut-être biaisé, mais je trouve que ce qu'a été capable de faire Kevin Durant sur la saison aux Suns, ou en termes de tir en spot-up, en points par possession, il est à 1,60 points par possession sur les tirs en spot-up, alors qu'il prend quasiment que des mi-distances. C'est n'importe quoi. Sur les pourcentages de réussite sur les tirs en pull-up, il est au niveau de Curry, il est en termes d'effectif field goal percentage, il est au niveau de Curry, il est au niveau de ces joueurs-là, alors qu'il prend des mi-distances et pas des 3 points. Donc ouais, pour moi, je peux pas le mettre devant KD. Je peux le mettre 4e max. Je pense que la différence d'efficacité entre Durant et Lillard est plus petite que la différence de création entre Durant et Lillard, à mon avis. Peut-être, mais ce que peut apporter KD défensivement en tant que 5, un peu protecteur de cercle, je le valorise parce que je l'ai vu, alors pas cette année, hein, mais je l'ai vu sur des contextes. Ah oui, mais là on juge cette année, justement. Oui, mais encore, quoique cette année, mais il y avait du Andre Ayton. Mais je trouve que la saison de Kevin Durant et la saison de Damian Lillard, je peux pas mettre Lillard devant KD. Mais après, tu peux le mettre 2e, hein. Mais moi personnellement, j'ai trop de... Ce qu'a fait Kevin Durant en termes d'efficacité, pour moi, c'est trop élevé. Après, il y a la différence de playmaking, mais bon, ça se débat, hein. Bah, c'est pas que le playmaking, c'est aussi à quel point est-ce que le scoring s'inscrit dans un fond de jeu. Et j'ai l'impression que Lillard est tout de même plus moteur de son fond de jeu que Durant, qui est peut-être juste le finisseur ultime, en fait. Donc il y a ce côté-là. Après, pourquoi est-ce que j'allais... c'est un peu pour ça que j'allais potentiellement jusqu'à top 2, en fourchette haute, hein, on va dire, fourchette optimiste. Mais en même temps, on peut aussi argumenter que Embiid, pour moi, est un peu pareil que Durant, dans ce côté, il va mettre beaucoup de points très efficacement. Ça s'inscrit peut-être moins dans le fond de jeu collectif d'une équipe que des Lillard, que des Curry, etc. Mais en même temps, le volume d'Embiid est tellement énorme, avec une efficacité qui est énormissime également. Et en plus, la défense, il n'a pas été au niveau du Embiid défenseur générationnel d'il y a quelques années, mais mine de rien, on peut quand même donner, c'est ce que je fais d'ailleurs, pas mal de valeur à la protection du panier et à la défense intérieure. Donc effectivement, ça me va de le mettre au niveau de Kevin Durant et devant Butler. Alors du coup, entre 4e, ça tu disais? Ouais, après, quand on voit ce qu'a été capable de faire Kawhi Leonard cette saison aussi, c'est dur. C'est plus dans un rôle de finisseur, mais là, pour le coup, il y a l'autre côté du terrain qui est extrêmement valuable chez Kawhi Leonard. Ouais, c'est difficile de le classer, ouais. Après, au niveau de Jason Tatum, peut-être, ouais, non, je le mettrais devant Tatum, du coup, si tu juges dans ce sens-là. Après, Butler a le côté aussi all-around. Alors, all-around, avec l'aspect défensif, et aussi parce qu'il est capable pas de scorer un aussi gros volume que Damian Lillard, mais il est capable de scorer, il est capable d'aller chercher ses points sur la ligne des lancers, il est capable de faire un peu de création. Ouais, allez, il est entre 4e et 5e. Bah, pour moi, la fourchette haute, c'est 2.
Et la fourchette basse, c'est effectivement Anthony Davis, Tatum, quoi. Donc c'est pour ça que je voulais viser au milieu. Je voulais viser au milieu entre Durant et Butler. Mais de toute façon, je pense que ça va être amené à bouger. Et je pense qu'on est sur du micro-détail. C'est pour ça que, tu vois, moi, je fais un top 100. En un sens, on se casse la tête sur plus de joueurs, mais c'est vrai que le DH20, vous passez beaucoup de temps sur le tout en haut du classement, c'est très très casse-tête, ce genre d'exercice, quoi. Bah, en fait, le DH20, tout le truc du DH20, c'est que je spoil mon DH20. De toute façon, je vais pas parler de ces joueurs-là dans le moment où on va enregistrer. Moi, j'ai KD en 8, Embiid en 9, Davis en 10 et Lillard en 11. J'aurais dû mettre Lillard en 10, mais je suis beaucoup plus biaisé par le côté playoff. Joel Embiid, il y a en fait KD, Embiid et Lillard, t'es sur 3 monstres de saison régulière. Et sur ces 3 monstres de saison régulière, je les ai classés au niveau des playoffs. Joel Embiid, selon moi, n'a aucune série référence en playoffs, hormis celle dans la bulle où ils se font sweeper par les Celtics. Bravo. KD a été le meilleur joueur d'une série de playoffs ces 3 dernières années. Damien Lillard aussi, mais t'as 2 années sans playoffs. Alors on peut pas lui imputer, mais au moment de classer l'élite de l'élite, ça compte pour moi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je pense que j'ai moins d'accent playoff que toi du coup. Mais ok, et alors le chrono tourne. Petit quiz pour finir du coup. Nous sommes le 27 février 2023. Le match à 71 points. Alors c'était pas en NBA, c'était contre les Rockets à l'époque. Mais alors va falloir que je cite le 5 majeur des Rockets. Non, est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain au moment du dernier panier qu'il fait passer à 71 points? Donc attends, parce qu'il a pas dû jouer beaucoup dans le 4e quart à mon avis. Ah si, je sais pas. Alors, côté Rockets, il doit y avoir Jalen Green et Jabari Smith Jr. Jalen Green, non. Jabari Smith Jr., oui, il est sur le terrain. Y a-t-il Alperen Şengün? Non plus. Y avait-il Ousmane Garouba? Garouba n'est pas sur le terrain non plus. Là, je suis mauvais, là. Y avait-il Kevin Porter Jr.? Non plus. Oh là 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 là. Donc, ils ont vraiment balancé tout le 5 du tank. Alors, il n'y avait pas Garouba, mais il y avait un autre qui est passé par chez toi et que vous avez coupé. Ah, Ty Washington. Exactement, Ty Washington, Jabari Smith. Il y en a un autre que je pense que tu aurais voulu drafter, qui est un spécialiste défensif. Tari Eason. Exactement, Tari Eason est là. Donc ça fait 3. Y a-t-il Jason Tate? Oui, il est là, 4e. Jason Tate. Alors, qui pourrait être l'autre larron? Il pourrait jouer à New York. Deshaun Nix. Exactement. Oh là, les jeux de mots. Ils ont été préparés avant. Ah non, pas du tout. Alors par contre, c'est juste du génie, c'est tout. Par contre, anecdote sur Deshaun Nix, si vous lisez les mémoires de Thierry Holland, il raconte que dans les années 60 ou 70, il était allé voir les finales NBA. Alors, finale NBA déjà entre Boston et New York, je crois. Ce qui n'était pas les finales NBA. Ce qui n'est jamais arrivé. Évidemment, mais surtout le Nix est écrit N-I-X, comme Deshaun Nix. Voilà. Ça m'avait choqué à l'époque quand j'avais lu en 2012. Mais allez, ouais. Et côté Portland? Côté Portland, du coup, il y a Lillard, il y a Jeremy Grant, je suppose. Oui. Du coup, c'est post-trade deadline puisque c'est fin février. Y a-t-il Matisse Thybulle? Exactement, Matisse est là. Matisse Thybulle, alors il faut... Tout en couleur. Il faut trouver le pivot. Nurkic doit être blessé, je crois. Il n'est pas sur le terrain, non. Ah, donc il n'est pas sur le terrain. Donc c'est Drew Eubanks? Non plus, c'est Small Ball. C'est Small Ball? Ouais. Si je te dis l'échange entre Luka Doncic et Trae Young, à qui tu penses? Ah, Cam Reddish. Exactement, Cam Reddish est sur le terrain. C'est Cam Reddish le poste 5? C'est le small ball, quoi. C'est peut-être Jeremy Grant le poste 5. Donc attends, Lillard, Thybulle, Grant, Reddish. Quel est le 5e? Si c'est pas Drew Eubanks? Nassir Little? Non, ce n'est pas Preston, mais c'est un autre club anglais en foot. Watford. Exactement. Trendon Watford est sur le terrain. C'est vraiment le pivot du pivot. Le pivot du pivot du pivot. On est sur du beau line-up en 5-out, on va dire. Bon, en même temps, comme je dis, c'était pas non plus un match NBA, donc peut-être ils ont utilisé ça pour tester différentes configurations. Mais... Alors, le 5-out avec Trendon Watford, Cam Reddish et Matisse Thybulle, je sais pas si on peut appeler ça du 5-out. Hein. Effectivement. Et donc on arrive à la fin. On a réussi plutôt bien à s'en dépatouiller. Et bien merci beaucoup, Constant, d'être venu sur le Basket Lab et sur la Syllab. Merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation, un plaisir. J'espère que j'ai
j'ai été au niveau des autres intervenants et que j'ai rendu hommage à ce formidable projet qui n'est pas caritatif, comme j'ai dit au début, mais qui est participatif. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu, évidemment. Et d'ailleurs, tiens, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, mais premièrement, on se donne rendez-vous sur le Discord pour discuter de tout ça, mais surtout, je vous rappelle que nous avons créé un flux secondaire pour le Basket Lab, vraiment dédié à seulement des formats courts, des extraits des émissions, et donc ça fait un format court, et surtout, ce sont des formats courts quotidiens. Donc une fois par jour, un format court, du Basket Lab, un extrait. Là, pour vous dire, récemment, on a eu du Tyrese Haliburton, le bilan de sa saison 2023. On a parlé du duo entre Irving et Luka Doncic. On a parlé du trade de Damian Lillard et du trade aussi de Jrue Holiday. Voilà, tous les jours un petit extrait, si ça vous plaît, d'avoir plutôt ce format-là, je vous y renvoie évidemment. Et donc, de notre côté, pour la prochaine fois, tout simplement, on va se retrouver pour le 15e numéro de notre top 100. Ce serait bien qu'on arrive à le finir avant le début de la saison, ou en tout cas pas trop dépasser. Hein. Si on dépasse de quelques jours, c'est pas grave, mais pas de quelques mois. Donc c'est l'objectif. Bref. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à Constant d'être passé sur le podcast. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.